Bonsoir, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus ici même à l'Espace Cara. Très heureux de vous accueillir aussi nombreuses et aussi nombreux pour cette 10e édition déjà des Étoiles de l'économie. Bonsoir Amandine. Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous et de rejoindre pour une soirée encore la rédaction de Charente Libre que vous représentez et qui avait décidé ce soir de mettre à l'honneur des femmes, des hommes qui ont un défaut énorme. Ce sont des entrepreneurs. Terrible. Et je dis ça, moi qui suis à la tête d'une entreprise de quelques 30 salariés depuis une trentaine d'années maintenant, c'est un véritable plaisir que de voir qu'un média comme le vôtre a décidé ce soir de parler de l'entreprise qui innove, l'entreprise qui performe, l'entreprise qui transforme, l'entreprise qui développe tout un territoire. Ça fait 10 ans d'ailleurs que vous êtes lancé dans cette aventure avec Charente Libre et ce dans le prolongement de votre page hebdomadaire. 10 ans, 2015, 2025. C'est peu, vous n'avez pas changé en 10 ans. Par contre, le monde, non c'est vrai. Par contre, le monde dans lequel on vit, lui, a totalement évolué. Le monde dans lequel nos entreprises se développent, se transforment, parfois disparaissent, parfois se métamorphosent, a énormément évolué. En une décennie, nous aurons connu des bouleversements géopolitiques absolument incroyables, une pandémie mondiale. Il y a tout juste 5 ans, imaginez, nous rouvrions à peine après une période de confinement avec interdiction de circuler dans la majorité des pays civilisés. On aura connu des turbulences monétaires, des crises énergétiques, l'avènement suprématique des réseaux sociaux, la généralisation du télétravail et puis l'émergence de toutes nouvelles attentes, de tous nouveaux équilibres, dit-on, entre le travail et la vie privée. Je ne parle même pas des périodes d'instabilité gouvernementale en France et du nombre de gouvernements que nous aurons connus. Cela s'est beaucoup accéléré ces derniers temps. Parmi les 50 entreprises lauréates que cette édition des Étoiles de l'économie a toujours mis en avant, certaines ont disparu, certaines se sont transformées avec résilience, avec agilité. La plupart, en tout cas, se sont développées. Quelques-unes ont réussi des parcours incroyables, comme d'ailleurs celle de notre ancien lauréat entrepreneur de l'année en 2023, ici même, Xavier Fabre, avec FAST, dont on connaît évidemment l'évolution ce soir. C'était le cas également pour Béatrice Marin, qui était... Tout à fait, les centres Call l'année dernière, qui nous ont représentés au régional et qui étaient d'ailleurs prix du jury. Absolument, des néo-aquitains. Alors, ce soir, on va mettre à l'honneur des femmes, des hommes qui ont candidaté. Vous avez reçu, je crois, Amandine, énormément de candidatures. Tout à fait, Eric. Et on a eu 70 candidatures, un bon cru encore cette année, dans 8 catégories. Le jury a eu du mal parfois à les départager. Un jury qui était composé d'experts de l'économie charentaise, qui était composé de nos partenaires évidemment, mais aussi de celui qui va être le parrain de cette soirée exceptionnelle, Christian Resson, qui est le PDG d'un site internet qu'on connaît à peu près tous, je pense, maintenant. Difficile de passer à côté. Mano Mano, il nous sera là et il sera interviewé évidemment ce soir pour partager toute son expérience avec nous. Le jury a donc choisi 3 finalistes parmi ces 8 catégories. Et nous découvrirons ce soir évidemment le lauréat de chaque catégorie avant de connaître le nom de l'entrepreneur de l'année 2025. Entrepreneur ou chef d'entreprise au féminin d'ailleurs, puisqu'il y aura une catégorie qui laissera une grande place au féminin. Alors je tiens d'ores et déjà à vous dire que si vous n'êtes pas appelé ce soir parmi les finalistes et les lauréats, c'est plutôt bon signe, puisque parmi les 70 entreprises candidates, nous n'accueillerons pas avant le dernier prix l'entrepreneur de l'année. Donc si on ne vous appelle pas sur scène, double réaction. Peut-être un poil de déception à un moment donné, mais sans doute encore un peu d'espoir, car c'est peut-être vous que nous appellerons en fin de soirée. On n'en est pas là, on ouvre la soirée en appelant votre directeur général qui, outre la rédaction, dirige l'ensemble de Charente Libre. Vous applaudissez Armel Denis qui nous rejoint. Venez mon cher Armel. Bonsoir à vous. Vous êtes monté tellement vite que le jingle ne s'arrête pas, vous voyez. Je préviens, dès qu'un lauréat arrive, dès qu'un un invité nous rejoint, on peut couper la musique, ouvrir le micro, parce que ce soir, il y a énormément de trophées, et donc le but, c'est d'aller vite. Et effectivement, on va essayer d'aller vite, et je vais essayer de montrer l'exemple. Alors allons-y, pourquoi d'abord continuer à mettre en avant ainsi les acteurs de l'économie que sont les entrepreneurs ? Alors pourquoi continuer? Parce que c'est justement en période un peu difficile, en période de crise, même si on en a connu effectivement, même en 10 ans, d'autres crises, que c'est à ce moment-là où il faut continuer à garder la tête haute, à regarder ce qui va bien et à montrer qu'on peut se relever
Et les chefs d'entreprise le savent parce que généralement, avant de réussir, il y a toujours un moment où ils ont échoué. Ils ne sont pas désespérés, ils sont repartis en avant. Et nous, on est là ce soir pour montrer ces entreprises qui réussissent, qui innovent. Et grâce aussi à l'ensemble de nos partenaires, que je tiens à remercier. C'est vrai que la période est compliquée, en particulier pour les collectivités. C'est pas forcément, enfin, qui comptent effectivement leurs sous. Mais c'est important qu'ils nous soutiennent. On ne peut pas le faire tout seul. Je pense que Charente Libre a un rôle de fédérateur à jouer. Et on essaie de le jouer à fond. Mais on a vraiment besoin de tout le monde, des collectivités et aussi des entreprises privées qui nous suivent, notamment le Crédit Mutuel du Sud-Ouest depuis le début. Et tous ceux qui nous rejoignent au fil des années. Alors moi je découvre, on va les réafficher à l'écran, j'ai découvert les catégories cette année, choisies d'ailleurs par l'ensemble de vos partenaires qui sont ici même. Il y a beaucoup de nouveautés mon cher Armel. Effectivement, puisque l'idée, aujourd'hui, c'est plus forcément la performance pure. On souhaite aussi profiter de cette soirée pour montrer que les entreprises ont évolué et qu'elles souhaitent aussi mettre en avant des valeurs intéressantes, la formation, la créativité, évidemment. La créativité, le savoir-faire aussi qui s'inscrit parfois dans notre territoire depuis très longtemps. La place des femmes dans les entreprises, c'est important. Oui, et puis le fait de jouer groupé, les clubs d'entreprise et réseaux professionnels, ça aussi c'est une des particularités de votre département, très forte. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait mettre en avant parce qu'un chef d'entreprise, il est souvent isolé, il est souvent tout seul. Et des bonnes idées, il doit en puiser à droite et à gauche. Et il y a un esprit de solidarité parmi les entreprises charentaises qu'on souhaitait mettre en avant par l'intermédiaire de ces clubs d'entreprise. On va les recevoir tous sur scène. Vous allez applaudir l'ensemble de la rédaction qui a commis un excellent travail d'ailleurs au travers non seulement du supplément, des papiers en avance, de ce que vous avez vu sur le site internet. Et ce n'est pas tout, puisqu'il manque encore le papier qui viendra faire le portrait de l'entrepreneur de l'année que nous découvrirons tout à l'heure au terme de la cérémonie. Effectivement, rendez-vous demain avec 5 pages dans le journal. Tout est dit. Vous applaudissez Armel Denis, s'il vous plaît. Voici la première catégorie de la soirée qui va s'afficher à l'écran. Il s'agit de la catégorie attractivité management, développement des talents. Le partenaire de cette catégorie, c'est la Chambre de commerce et industrie de Charente. Son président, Daniel Brault, va me rejoindre pour qu'on découvre en image ce qu'est aujourd'hui la CCI. Regardez. Daniel Brault, venez juste au centre de la scène à mes côtés. Je parlais de toute nouvelle catégorie, de la capacité justement à coller à ce qui fait finalement l'actualité, l'essence de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la Chambre de commerce a souhaité proposer à Charente Libre la création de cette catégorie attractivité, management et développement des talents? Bien, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que c'était pour nous, qui sommes très très fortement engagés dans la formation professionnelle, quand nous connaissons aujourd'hui la difficulté pour toutes les entreprises, dans tout type d'entreprise, petites, moyennes ou grandes, pour recruter avec effectivement des personnes qui aient les compétences pour venir dans l'entreprise et pour développer l'entreprise. Je dois vous dire que nous formons, nous, à la CCI de la Charente, plus de 3000 apprenants entre des jeunes et je dirais des adultes aussi. Et donc, oui, on a un rôle très important à jouer. Et d'ailleurs, j'ai la charge avec quelques amis de m'occuper de ça pour la région. Hein. Et quand on arrive à justement à comparer tout ce qui se passe dans la région, on a les mêmes problèmes partout. Ouais. Alors, bien sûr, on a des spécificités en Charente en ce moment, mais on ne va pas parler de choses qui nous ennuierait. Mais on a surtout, je crois, une vraie volonté à faire bouger les lignes. Et nos centres de formation aujourd'hui, où on passe du CAP
au niveau ingénieur prouve bien que ces 3000 apprenants sont très utiles au développement économique de notre territoire. Et donc, mettre en avant cet engagement et ce développement était important pour nous. Alors on va découvrir, Président, le portrait des 3 entreprises finalistes, un résumé du moins, l'ensemble du portrait vous le retrouvez dans le supplément Charente Libre de ces étoiles de l'économie, et ensuite nous recevrons, une fois donné le nom du lauréat, celui-ci sur scène, c'est Amandine qui mènera cette interview. Avant cela, le portrait, un image de nos 3 finalistes que vous pouvez d'ores et déjà applaudir, parce que c'est formidable d'être finaliste ce soir. Regardez. Fin 2023, au départ du fondateur de Hydraulique Environnement, les 19 salariés de ce bureau d'études, situé à Angoulême, ont décidé de reprendre le flambeau. Depuis qu'ils coopèrent sous la forme d'une SCOP, le résultat de leur entreprise a été multiplié par 10. Passage de diplôme, immersion en entreprise, recherche permanente pour offrir toujours plus d'autonomie, implication dans les instances de décision des ESAT, l'ADAPI Charente dynamise son accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Simon Dumas a repris en 2022 l'entreprise d'usinage créée par son père à Mornac. Le dirigeant de Dumas Industrie a choisi de se diversifier, mais il a également opté pour l'instauration de la semaine de 4 jours, ce qui ravit les 17 salariés. Vous applaudissez ces 3 entreprises qui apparaissent ici sur l'écran. Et cher Président, venez à mes côtés. Il vous revient avec la musique suspense qui va bien, le privilège de donner le nom du lauréat. Allez-y. Mais ça y est, la musique est là. On voit l'habitué, vous voyez, depuis des années. Il a compris que sans musique suspense, pas de nom. Le lauréat de cette catégorie toute nouvelle est... Hydraulique Environnement. Hydraulique Environnement. Vous applaudissez Olivier Pégury, qui est le directeur, qui va nous rejoindre. Directeur d'une SCOP. Vous l'avez entendu dans le sujet, c'est au départ de son fondateur que les salariés de ce bureau d'études hydrauliques d'Angoulême ont décidé de reprendre le flambeau. Le voici qui nous rejoint. Applaudissements supplémentaires, s'il vous plaît. Venez au centre de la scène, venez à mes côtés, bonsoir. Avant de recevoir le trophée du président, un exercice, non des moindres, répondre aux questions d'Amandine, qui a envie, comme nous tous d'ailleurs, d'en savoir plus sur vous. Tout à fait. Tout à fait. Il faut d'abord que vous nous en disiez un petit peu plus sur Hydraulique Environnement. Je vais juste résumer un petit peu d'abord ce que vous faites, puisqu'un bureau d'études hydrauliques, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais vous travaillez à 98% pour la commande publique. Oui, c'est ça. Et vous accompagnez donc vos clients sur des projets, par exemple d'aménagement de bourgs, on l'a vu, mais aussi pour des stations d'épuration, des stations d'eau potable, ce genre de projet. Oui, tout ce qui est lié au cycle de l'eau, en fait. Eau potable, assainissement, eau pluviale. Donc château d'eau, station de traitement, tuyaux, pompage. Et depuis donc, janvier 2023, c'est vous, on le voyait dans le document, les 19 salariés de l'entreprise qui sont devenus les patrons. Vous avez donc repris en SCOP, Société Coopérative de Production, ça veut dire comment vous avez pris cette décision? Alors, on appelle ça plutôt maintenant Société Coopérative et Participative. Ça a changé, ben voilà. Oui. En fait, on voyait l'âge du gérant évoluer vers la retraite. Et ça crée pas mal d'incertitudes et d'inquiétudes parmi les salariés. Et on a mené une réflexion assez longue, mais ça nous est paru évident à la fin de passer en SCOP. Ça permettait de prendre notre destin en main. Et finalement, comment ça s'est passé concrètement? On fait comment? On met tous une certaine somme dans un pot commun? Oui. Alors, pas tous, c'est qui veut. Nous, on a eu la chance que 100% des salariés mettent la main à la poche et participent au capital, oui. Vous avez tous mis 5 000 €, c'est ça, je crois? Oui, oui. Alors, c'est nous qui avons décidé la somme. On voulait une somme qui permette à tout le monde de participer et en même temps d'avoir une somme assez conséquente pour aller voir les banquiers derrière. Oui, parce qu'ensuite, il y a eu évidemment un prêt bancaire et une aide de la région également. C'est ça. Il y avait encore à l'époque une aide de la région qui n'existe plus. Et on a fait 2 emprunts bancaires en plus, oui. Et alors, c'est comment? Parce que c'est un peu la question, je pense que tout le monde se pose ici. C'est comment d'être son propre patron, même à 20? Une vingtaine. Ça amène de la qualité de vie au travail, je dirais.
Parce qu'il y a plus de confiance, il y a plus de partage de l'information. Ce n'est pas que le partage des bénéfices à la fin, ce qu'on parle souvent dans les scopes, c'est aussi beaucoup de partage. Oui. Oui, ça se fait au quotidien. C'est quoi on partage, oui, vraiment, vous le disiez, On les partage informations, les ça passe par informations des réunions. On fait des partages d'informations points. techniques parce qu'on est quand même plutôt des techniciens. Mais le fait d'être en scope, on partage des informations qui ne sont pas toujours partagées en entreprise, telles que les informations financières, par exemple. Et ça motive alors? Oui, parce que tout le monde se sent un peu patron, ouais, du coup. Vous me disiez, les gens pensent à éteindre la lumière avant de partir. Ouais, c'est ça. C'est l'implication plus des gens. On comprend un peu l'idée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, on va vous applaudir. Je vous en prie, Président, venez au centre de la scène avec notre premier lauréat. Venez, avancez-vous au centre de la scène, d'autant qu'on va essayer de zoomer sur cette très belle étoile, sur ce très beau trophée, alors qu'une petite musique va se faire entendre pour accompagner les applaudissements de ce premier lauréat Hydraulique Environnement, représenté par Olivier Pégury, lauréat Attractivité, Management, Développement des Talents. Bravo! Un prix parrainé par la Chambre de Commerce d'Industrie. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle tous les deux. Vous reviendrez nous voir pour la photo finale tout à l'heure. Regardez s'afficher le nom du prochain trophée. Il s'agit du trophée baptisé Excellence et Savoir-faire. Le parrain de cette catégorie, c'est le Grand Cognac. Jérôme Sourisseau en est le président. Il nous rejoint pendant qu'on découvre quelques images du Grand Cognac. Regardez. Venez au centre de la scène, Président. Des applaudissements, s'il vous plaît, une nouvelle fois pour le Grand Cognac. Alors, vous remettez cette année un prix sur le thème de l'excellence et des savoir-faire. Quoi de plus normal, évidemment, pour le Grand Cognac. Cela dit, la dégradation de la situation économique du bassin est bien présente. On ne peut l'ignorer. Et évidemment, de quelle façon, aujourd'hui, en tant que président du Grand Cognac, vous accompagnez cette situation et vous accompagnez tous les acteurs qui sont sur le terrain? Tout d'abord parce que même dans une crise, et Dieu sait si elle est sévère, celle qu'on traverse, la préservation des savoir-faire est un différenciant dans cet univers mondialisé qu'il faut absolument préserver. C'est un virage qui a été pris dans la région de Cognac il y a plus de 200 ans, qui a été confirmé avec les AOC, à la création des AOC, qui est une façon de protéger ces savoir-faire. Ça crée de la valeur ajoutée, ça peut créer de la valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors évidemment, en ce moment, le Cognac traverse un passage extrêmement difficile. Tout le monde est très mobilisé. Évidemment, l'interprofession dont le président montera sur scène tout à l'heure, les services de l'État. Plusieurs objectifs que nous traversons. D'abord, grâce à tout le monde, essayer de préserver l'ensemble du tissu industriel, de l'hôtellerie, de la restauration, je dirais, ce qu'on appelle de maintenir la tête en dehors de l'eau pour essayer de ne pas perdre des compétences, pas perdre des entreprises et que tout le monde soit là au moment du rebond, parce qu'il y aura forcément un rebond. Dans le Cognac, on sait, depuis 300 ans, des crises, on en a eu, et il faut qu'on arrive à tenir. Le deuxième axe, c'est la diversification interne. On accompagne, en partenariat notamment avec la région et d'autres organismes, les entreprises à s'adapter à des nouveaux marchés. Je vais donner un exemple. Il y a un projet d'éolien en mer au large de l'île de Léron. Eh bien, on commence à organiser des réunions pour que les chaudronniers s'adaptent à préparer des pièces pour ce futur marché. Diversification à l'externe, voilà, on a des compétences, on a des savoir-faire, on peut accompagner l'industrie agroalimentaire, on peut aller chercher des marchés à l'extérieur, sur certains spiritueux, sur le cognac, etc. Même si, dans le domaine du cognac, on a déjà des très grands opérateurs qui maîtrisent parfaitement l'état du monde et les marchés potentiels. Et enfin, la dernière,
qui est lié justement à ces savoir-faire. On a forcément encore aujourd'hui, tous les jours, des clients d'entreprises qui viennent sur le territoire de Grand Cognac. Et là, l'objectif, c'est qu'ils ne partent plus du territoire sans savoir qu'il y a l'ensemble des savoir-faire autour des spiritueux présents et qu'ils peuvent trouver ici, en fait, l'ensemble des besoins pour créer un nouveau spiritueux, pour se développer, pour le monter en gamme, etc. Bref, ça, c'est comme du tourisme industriel, commercial, de faire équipe. Et c'est ce qu'on est en train de construire, et là, notamment en partenariat avec les clusters. On va découvrir les 3 finalistes de cette catégorie. Tous ne sont pas issus de votre territoire, mais tous méritent le coup de chapeau de cette catégorie. Regardez. Créé en 1941, Bouchage de l'Age s'érige aujourd'hui en leader mondial des bouchons de luxe premium et ultra premium. Labellisée entreprise du patrimoine vivant, la PME de Ginsac-la-Palud tient à transmettre ce savoir-faire technique au sein de l'entreprise. Dernier concepteur et fabricant de machines vibrantes en France, Sinex cultive depuis 100 ans son savoir-faire unique à Saint-Yrieix. Ne faisant que du sur-mesure, la PME de 35 salariés ne cesse d'innover tout en misant sur la formation et l'apprentissage. Installé à Janté, Curtis Wright est spécialisé dans les systèmes d'arrêt d'urgence pour les aéronefs militaires. Depuis plusieurs mois, l'entreprise dirigée par Raphaël Alain se sent pousser des ailes avec une activité qui ne cesse de progresser. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour ces 3 entreprises. Les voici qui s'affichent juste derrière nous. Président, venez à mes côtés. On va décacheter cette enveloppe. Et un seul, malheureusement, et j'ai envie de dire, vu la qualité de chacun de ces dossiers, qui représentent bien l'excellence, le savoir-faire, un seul va pouvoir venir nous rejoindre ici même. Il s'agit de Sinex Industrie. Sinex Industrie. C'est Christophe Janvier qui dirige Sinex Industrie. 100 ans de savoir-faire, du sur-mesure à Saint-Yrieix pour une entreprise qui ne cesse d'innover. Venez nous rejoindre. Bonsoir. Avant de recevoir le trophée, il faut répondre à quelques questions posées par Amandine. Avancez-vous, je vous en prie. C'est vous qui êtes au centre de la scène ce soir. Allez, vous qui je me défendez un savoir-faire ancestral. C'est pas la première fois que vous venez, je crois, déjà sur scène. Non. Allez-y. Je sais pas. Allons-y. Allons-y, on a l'habitude maintenant. Oui. Sinex fabrique depuis 100 ans cette année des machines vibrantes pour différentes industries. Peut-être que tout le monde ne sait pas exactement à quoi ça peut servir, mais du coup, donnez-nous des exemples. C'est quoi une machine vibrante? Ah, vous avez combien de temps? Une machine vibrante, ça va servir tout simplement à mettre en mouvement un corps granulaire solide. Donc c'est du sel, du sucre, du caillou, des fraises tagada, je ne donnerai pas la marque. La poudre de lait pour bébé même. La poudre de lait, et puis de l'uranium, des minerais divers et variés qu'on va aller extraire, par exemple, dans les pays africains, entre autres. Et donc ça permet quoi? De les monter, de les avancer? De les faire transporter d'un point B à un point A, d'un point A à un point B sur une ligne de production, et puis aussi de faire une séparation, un criblage en l'occurrence. Donc on intervient sur toutes les lignes de production industrielles, que ce soit des cimenteries, des plâtreries, fabrication de bonbons, comme je l'évoquais, des mines, des usines d'engrais, de chimie. Enfin, on intervient sur tous les secteurs d'activité, aussi les recyclages des déchets. Enfin voilà, tous les secteurs d'activité sont touchés par nos machines, et on a des machines installées partout dans le monde. Et vous êtes aujourd'hui les seuls de France, c'est ce qu'on disait, à concevoir et fabriquer encore vous-même ces machines spéciales. C'est quoi vraiment le savoir-faire que ça demande de fabriquer ces machines spéciales? Alors, on est les seuls avec notre société sœur et filiale qui s'appelle Chauvin, qui est une société qui fabrique des cribles vibrants depuis 1929, donc on fêtera son centenaire dans quelques années. Vous faites tous partie du groupe Roby. Voilà, Industrie. Ça fait partie du groupe Roby, qui est un groupe charentais, et les chaudronneries sont fabriquées à Cognac, donc finalement il y a des liens partout. On est effectivement les 2 dernières sociétés françaises à capitaux français, et pour le coup avec un actionnariat familial charentais.
Et cette particularité, c'est juste que la vibration est une très mauvaise idée sur le plan mécanique, et donc ça ne s'apprend que dans l'entreprise, et ça s'apprend que par l'expérience. Et il ne faut pas que ça casse à la première utilisation. Oui, ben on soumet nos machines à plusieurs fois leur masse de 4 à 10 G, et donc il faut qu'elles soient conçues pour qu'elles résistent sur 20 ou 30 ans à ces accélérations et cette fatigue. Donc c'est notre métier de concevoir des machines qui durent plusieurs décennies dans des conditions quelquefois compliquées, dans des mines en Afrique ou dans des systèmes portuaires qui sont souvent assez compliqués. Et si ça fait 100 ans que vous le faites, c'est que vous le faites sûrement très bien. Et qui dit précieux savoir-faire... Personne ne s'est rendu compte du contraire. Et qui dit précieux savoir-faire dit enjeu quand même de transmission. Qu'est-ce que vous mettez en place à l'intérieur de l'entreprise Assinex pour transmettre ce savoir-faire? Alors c'est assez simple, comme on n'a pas de cours théoriques dans les écoles d'ingénieurs sur ce sujet, on s'occupe d'avoir un accompagnement pour chaque nouvel arrivant, quels que soient les métiers, que ce soit un chargé d'affaires au service commercial, que ce soit un bureau d'études et que ce soit un monteur. Toutes les personnes qui sont amenées à toucher à la machine vont être accompagnées par des anciens, formées par des anciens, et on va les amener sur un parcours de plusieurs années. Ça se passe de 2 à 4 ans selon les profils. On va les amener jusqu'à une maîtrise complète de leur métier, de manière à ce qu'on soit en totale confiance quant à ce qu'ils vont produire. Parfait, merci beaucoup. On va vous applaudir très fort. Je vous en prie, Président, venez remettre ce trophée au centre de la scène. Amandine de récupérer le micro. On récupère juste le micro au passage. Et venez, avancez-vous. Je prends le vôtre. Avancez-vous tous les deux, s'il vous plaît, pour recevoir des applaudissements bien mérités. Merci beaucoup à vous. La prochaine catégorie, c'est la catégorie développement durable. Et le parrain de cette catégorie, c'est le Bureau national interprofessionnel du Cognac. Son président, Florent Morillon, va nous rejoindre. Quelques images au préalable. Regardez. Bonsoir. Prenez le micro, je vous en prie. Avancez-vous au centre de la scène pour évoquer avec nous cette catégorie que vous avez souhaité finalement parrainer ce soir, développement durable, tout à fait en lien évidemment avec la filière cognac, en particulier avec les efforts, avec les engagements, avec les valeurs défendues par les viticulteurs, une transition environnementale qui fait rimer, je crois, résilience économique, mais aussi envie de performance, parce que les deux ne sont pas opposés. Oui, tout à fait. Alors bonsoir. Merci à Charente Libre et à ses partenaires pour vraiment cette magnifique initiative qui a 10 ans cette année et je dirais qui a particulièrement du sens cette année dans le contexte que nous connaissons. Donc merci beaucoup. Je suis particulièrement ravi de présenter ce prix du développement durable parce que vous l'avez dit, la filière est très engagée depuis très longtemps, que ce soit les maisons de cognac, que ce soit tout l'écosystème et nous viticulteurs, vous venez de le dire. Il y a un travail énorme qui a été fait de leur part. Aujourd'hui, c'est 40% des surfaces qui sont certifiées, qui ont une certification. Donc je pense qu'on peut les applaudir pour le travail qui est fait. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Le travail, l'engagement, les investissements également, parce que c'est un bouleversement profond dans la façon de travailler. C'est tout à fait ça, et on ne va pas changer de cap. Alors pour répondre à votre question, oui, on continue cette transition, et malgré la situation économique, bien sûr, on va s'adapter. Mais vous savez, le cognac, c'est comme un paquebot, c'est un paquebot. Et le paquebot, on a un cap, et on ne met pas un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite.
On garde le cap, et puis si besoin, on va adapter la vitesse. Voilà, mais on garde le cap. Le message est clair. Alors, ça tombe bien parce qu'on va faire, en image la découverte de 3 entreprises qui se sont fixées un cap, qui parfois d'ailleurs ont changé volontairement de cap pour coller à ce qui est un véritable engagement et une envie de nouvelles performances à 360 degrés. Regardez leur portrait. Du haut de ses 180 ans, la distillerie Cabanet Fils, située à Bourg-Charentes, a fait de la RSE un élément moteur de l'avenir de l'entreprise. Un atout indéniable qui lui permet d'affronter les vents contraires qui balayent le vignoble. Investir ensemble est le premier fonds collaboratif citoyen qui lutte à la fois contre le mal-logement et contre le réchauffement climatique. L'entreprise angoumoisine opte pour la rénovation bas carbone avec déjà 22 investissements réalisés sur la région. À Angeac-Champagne, la SCEA Renault de Chancontre a pris le virage d'une viticulture plus respectueuse de l'environnement. L'entreprise, dirigée par Bertrand Vitas, utilise ainsi le bois récupéré dans les vignes pour chauffer son alambic. Vous les applaudissez tous les 3, ils s'affichent juste à côté de nous, Président. Regardez-les, voici leur visage, leur portrait. Un seul va nous rejoindre, je vous laisse décacher l'enveloppe. Allez-y, vous êtes à la bonne position pour cela. Alors, le gagnant est SCEA Renault de Chancontre, et on peut les applaudir. SCA Renault de Chancontre, Bertrand de Vitas, allez, le directeur, il va nous rejoindre. Ici sur scène, venez jusqu'à nous. Vous allez, Amandine, recevoir le directeur de cette distillerie qui compte quelques 180 années d'expérience et qui n'a pas hésité à faire de la RSE désormais un élément moteur pour affronter les vents contraires qui balayent en effet le vignoble. Venez jusqu'à nous. Bonsoir. Oui, c'est vous, vous connaissez. Oui, et oui, là, déjà, c'est vous. Et là, c'est le président. Jusque-là, tout va bien. Et vous avez surtout Amandine de ce côté. Ouais. Allez-y, voilà. Non, on se connaît, on s'est vu il n'y a pas longtemps. On s'est vu il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, oui. Donc depuis 7 ou 8 ans, vous avez à Angeac pris vraiment un virage fort en faveur de l'environnement. Depuis 2017, vous êtes même labellisé HVE, haute valeur environnementale. Aujourd'hui, vous êtes notamment arrivé à du zéro désherbage chimique. Ça passe par quoi alors le désherbage ? Mécanique. En fait, depuis qu'on s'est vu, on fait partie du réseau Défi. Zéro désherbage pour préserver les nappes phréatiques. On n'est pas nombreux à le faire, mais il va y avoir un vrai problème qui va se présenter. Donc autant démarrer tout de suite. Ça se présente comment ? C'est beaucoup plus de temps. Mais nous, au départ, on était partis sur la préservation des sols, sols vivants. En fait, c'est ça qui vous a poussé dans la démarche à faire départ, ce virage fort. C'est aussi un peu une de vos salariés qui était très engagée là-dedans, non ? Manon, salut. Ouais, et mon capital n'est pas que dans les chais, il est aussi sous mes pieds. On se rend compte que les sols sont de moins en moins fertiles, etc. On peut compenser avec des engrais. Ce qu'on a l'habitude de dire, nous, entre nous, c'est qu'en tant qu'humain, on peut vivre avec une poche de glucose et sous cocaïne, mais on ne va pas vivre longtemps. Et finalement, les sols, c'est à peu près pareil. On les dope, il faut que ça crache, et on a pris le parti inverse, en fait. De rester, de ne plus être performant, mais plutôt résistant, étant donné que le monde change à toute vitesse. On peut parler de ce qui s'est passé depuis 2020, depuis le Covid. Philippe Catherine Trupp qui met les taxes, qui les enlève, et je remets les taxes, c'est compliqué. Donc il faut. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est très bien. Elle est très bien, on la note. Nous, on est dépendants des grandes maisons. Ben oui, non, mais. Et on se dit comment s'adapter très vite, en fait. Mais les grandes maisons, c'est aussi ce qu'elles recherchent aujourd'hui. Alors, vous avez de plus en plus. De plus en plus, et elles valorisent quand même ce travail. Vous avez 6 de vos 24 hectares qui sont en biocontrôle. Ouais, ça veut dire quoi, le biocontrôle ? Et le biocontrôle, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout de chimie. Ouais, c'est même plus d'insecticides du tout. Aucun produit chimique. On était obligé avant. Ouais. On était obligé avant contre la flavescence dorée, mais maintenant c'est un peu changé. Quand on n'a pas de symptômes, on n'est pas obligé.
Et on a tout passé en confusion sexuelle, etc. Donc on n'a plus d'insecticides qui sont vraiment les choses les pires qu'on ait. On est dans le centre du village, en face de l'école, ça pouvait être un peu compliqué. Ouais, donc ils apprécient quand même aussi les parents et les enfants. Moi, je leur ai pas demandé leur avis, je leur ai dit que j'allais le faire. Et chez vous, rien ne se perd, tout se recycle, tout se réutilise. Vous même les blagues. Même les blagues, on l'a vu ce soir. Mais donc, c'est pas que les piquets, enfin, je l'ai vu, c'est tout. Non. Vous récupérez tout dans les parcelles. Absolument. Les fils, les pointes, tout ce qui peut servir, en fait. Et on a fait le calcul quand même, parce que c'est plus long. Quand vous êtes venu, ça demande de la main-d'œuvre. Est-ce qu'au final, on s'y retrouve? Oui. Non, mais je compte quand même. C'est pas que. Non. C'est pas si philanthrope que ça. Je compte un peu. Et en fait, oui. L'un n'empêche pas l'autre, vous avez raison. On s'y retrouve. Ah oui. Non, mais on travaille pas à perte. Mais bien sûr, c'est pour ça, heureusement. Et heureusement. Au pire, à zéro, mais. La beauté du geste, c'est chouette, hein, mais il y a un moment où. Et ça économise du gaz. Alors, pour le bois, oui. Pour le bois, oui. Non, en fait, il faut être taré pour distiller au bois, de toute façon. Mais... Oui, parce que, rappelez-nous, juste comme ça, pour les gens, vous passez combien de jours et de nuits quand vous distillez comme ça à l'alambic? Ça dépend de ce qu'on a à distiller, mais globalement, c'est entre 6 et 8 semaines, voire 9. Vous passez toutes les nuits à côté de l'alambic? Non, je dors, ouais. Vous dormez là? Distillerie, ouais. Donc, je peux jouer de la basse, personne m'en... C'est une pizza traînée. Il y a vraiment les instruments de musique à l'endroit où il y a les alambics. Ah, c'est vrai que vous avez visité. C'est vrai que vous avez visité. Il y aura dorénavant à côté de ces instruments de musique le trophée que vous allez remettre à Bertrand. Je vous en prie, Monsieur le Président, sous quelques applaudissements bien mérités. Avancez-vous au centre de la scène tous les deux. Trop la classe. Il est inarrêtable. Alors quand je dis avancez-vous, tombez pas quand même. Il y a des limites. Je fais pas un jump. Non, soyons raisonnables. Je sens bien un côté rock'n'roll chez vous, mais soyons raisonnables. Le public est loin, là, pour jeter dans la fosse. Ouais. La musique va démarrer, vous allez voir un moment pour vous accompagner sous quelques applaudissements bien mérités. Merci beaucoup. Juste pour terminer, tout le monde peut le faire. Si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Ça, c'est un très, très bon message. Très bon conseil. C'est un très bon message. Merci beaucoup à vous. Et bravo. Le prochain trophée, c'est le trophée Incubation et Innovation. La région Nouvelle-Aquitaine en est le parrain. Je vous propose de découvrir quelques images de la région pendant que Virginie Lebros nous rejoint. Vous l'applaudissez et images, s'il vous plaît. Et d'avancer, d'innover, d'entreprendre. On projette, on vote, vous inventez, nous soutenons. Toujours aux côtés des salariés, toujours aux côtés des entreprises, start-up, ETI, PME, TPE, sous-traitants et artisans. On aide à vous moderniser. On aide à vous installer. On aide à mieux consommer. On vous prépare au grand saut technologique, numérique, économique, énergétique. Vous êtes unique, nous sommes unis. Venez au centre de la scène, je vous en prie, pour introduire le sujet qui est celui d'aujourd'hui, bien sûr la compétence économique à la région, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Comment se porte aujourd'hui l'économie néo-aquitaine ? Alors l'économie néo-aquitaine, on est face, vous l'avez dit, à une instabilité... Non, c'est rien, vous avez de la musique. Quand on en veut, il n'y en a pas, mais quand on n'en veut pas, il y en a. C'est au choix. Donc, l'économie Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez dit, on est face à une instabilité géopolitique. On est aussi face à un enjeu majeur de défis de transition environnementale et énergétique. Et nous pensons à la région Nouvelle-Aquitaine qu'il faut relocaliser des industries à haute valeur ajoutée. Il faut diversifier nos entreprises. Il faut accompagner l'économie circulaire. Et nous avons mis en place des dispositifs, je pense à l'usine du futur qui accompagne les ETI, les PME, plus de 1000 sur toute la région. Et tout à l'heure, le lauréat précédent parlait biocontrôle. On accompagne aussi différents clusters, dont le cluster biosolutions pour biocontrôle. Qui est évidemment dans la feuille de route Néoterra de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors on va faire connaissance avec des entreprises qui ont fait un choix, qui ont fait le choix sans doute du parcours innovant, parfois de l'incubation, qui ont choisi également la force du réseau, la force du partenariat. Voici leur portrait en images, regardez. Depuis Magnac-sur-Touvre, Corum, fondé par Davy Foulatier, imagine les casiers connectés.
Un produit destiné au départ au parc de loisirs qui vise désormais aussi bien piscine, bibliothèque que gendarmerie. Créé en 2017, Smart Industries, qui accompagne les industriels dans leur transformation numérique, ne cesse d'innover et de grandir. Avec déjà 3 agences, Smart Industries dépasse aujourd'hui le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La start-up cognaçaise Isola a breveté un bouchon innovant qui permet de glisser 2 produits distincts dans une même bouteille. Un concept décliné aujourd'hui dans le luminaire et la décoration avec Solentra, une carafe et lampe d'ambiance. Les applaudissements pour ces 3 entreprises, s'il vous plaît, qui sont ici même et que l'on découvre à l'image. Je vous en prie, Madame le conseil régional, suspense. Alors, le prix Incubation Innovation est remis à l'agence Smart Industries. Smart Industries avec Alexandra Desserre qui nous rejoint. Créée en 2017, cette agence qui accompagne les industriels dans leur transformation numérique ne cesse d'innover, de grandir. Elle a toute sa place évidemment à vos côtés. Et je sens qu'il y avait un fan club pour accompagner l'arrivée d'Alexandra ici sur scène. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes même venu accompagné. Venez au centre de la scène. Il y a toute l'équipe qui est là avec vous. Il y avait toute l'équipe. Il y a toute l'équipe qui est là. Prenez place. Où est-ce qu'elle est, votre équipe? Elle est en haut, là-haut. Vous êtes où? Ah, ils sont partis. On les entendait. Non, je crois que vous avez plus d'ambiance. Mais non, rien du tout. Allez-y. Chez Smart Industries, donc, vous aidez les entreprises à se digitaliser. Concrètement, pour que le public le comprenne bien, c'est pas toujours très facile à concevoir. Vous n'êtes pas là pour installer quelques ordinateurs et des claviers. Quand on fait appel à vous, c'est pourquoi? Alors globalement, ça fait tout sens que ce soit la Nouvelle-Aquitaine qui nous remette ce prix-là, puisqu'on fait partie du programme Usine du futur de la région Nouvelle-Aquitaine notamment. Le but de l'agence Smart Industries, c'est d'accompagner les industriels dans la stratégie de digitalisation au sens très large. On est des spécialistes de la digitalisation opérationnelle, donc on va venir appliquer une méthode qui s'appelle la méthode DILO. On va venir sur le terrain, regarder comment les opérateurs créent de la valeur et comment potentiellement des outils digitaux peuvent les aider. Donc ça va être des logiciels, aussi bien des logiciels très basiques comme l'ERP par exemple, mais ça va être aussi de l'IoT, du MES, des AGV notamment, de la digitalisation. Ça y est, vous nous avez perdu. Voilà. Concrètement, il y a un besoin, vous l'identifiez et vous allez voir sur le marché s'il y a des solutions digitales qui existent déjà. Exactement, oui. Après, ça ne nous empêche pas aussi de casser un petit peu les codes et c'est totalement la limite de nos clients qui vont nous donner nos limites à nous. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on ne cesse de grandir depuis 2017 parce que nos clients viennent nous chercher parce qu'ils ont des idées, qu'ils ne savent pas forcément comment les faire naître. Et donc c'est pour ça qu'on a grandi aussi, c'est pour ça que au fur et à mesure des années, on a créé notamment des agences, mais c'est aussi parce qu'on a créé et qu'on a fait venir au sein de l'agence des talents, notamment Jean-Baptiste qui est là ce soir et qui représente la partie infrastructure et cybersécurité, parce qu'on voit la digitalisation comme un ensemble et non comme une solution à part entière. Oui, parce que si les solutions elles n'existent pas sur le marché, vous les créez. C'est notamment ce que vous avez fait avec le groupe international Orano, donc l'ex-Areva, pour ceux à qui Orano ça ne parlerait pas. Vous avez accompagné sa branche médicale dans la création d'une usine près de Limoges qui fait des traitements contre le cancer. Oui. Vous avez même eu un prix de l'innovation, l'année Orano dernière, ouais. Awards. Pour ce projet, en quoi c'était innovant? Alors le côté innovant, c'est le fait que Orano nous a très clairement donné on va dire des bribes, des idées. Eux, ils avaient toute la méthodologie, tout le savoir-faire, et on ne remet pas en question ça. Mais globalement, ils voulaient monter en productivité, ils voulaient multiplier leur processus de productivité, et ils voulaient intégrer le maximum d'outils et de processus digitaux là-dedans. Et ils sont venus chercher l'agence Smart Industries pour dire, bah voilà, nous, on sait faire un process de traitement contre le cancer. On veut le faire le plus en digitalisation possible, le plus en sécurité pour les opérateurs parce que ça peut être risqué pour eux. Donc comment on peut faire venir d'un point A à un point B des matières premières, comment suivre la production, comment afficher du 3D, comment afficher des informations le plus en sécurité possible et pour pouvoir évidemment guider cette industrie vers de la productivité.
Ils doivent en être contents si vous avez eu cette on est en plein dedans. C'est que vous êtes en plein dedans. Et vous êtes rapidement développé. Quand je vous avais vu au CES à Las Vegas en 2019, vous étiez 3. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Smart Industries? Donc aujourd'hui, on est 12. On est répartis sur 3 agences. Vous avez ouvert où? Donc on a l'agence d'Angoulême. Alors on a déménagé à Soyaux il y a peu de temps, lequel on est super bien. On vous a reçu d'ailleurs avec beaucoup de fierté. On a vu quelques images, oui. C'est ça. Et on a aussi ouvert Bayonne, qui est toujours en Nouvelle-Aquitaine. Et plus récemment Avignon, pour plutôt le bassin pharmaceutique qui est assez implanté là-bas. Se rapprocher de vos clients. Vous allez repartir avec une étoile simplement. Merci. Il faudra choisir dans quelle agence vous allez la mettre. Vous allez pouvoir faire tourner. Regardez s'il vous plaît nos photographes ici et recevoir quelques applaudissements bien mérités pour vous. Bravo et félicitations à Smart Industries. Merci Alexandra et merci à la région Nouvelle-Aquitaine pour avoir parrainé ce trophée. Vous eussiez pu d'ailleurs du côté de la région parrainer le trophée suivant, International Export, mais c'est Charente Export avec la CCI qui a décidé de parrainer cette catégorie. La directrice commerciale de la CEMI et présidente de cette association va nous rejoindre, Pauline Vigneras. Quelques images pour résumer ce qu'est Charente Export. Regardez. Venez au centre de la scène, Madame la Présidente, je vous en prie. Vous êtes une toute jeune présidente pour cette association où je vous disais en off, vous avez énormément de membres de toute taille. C'est ça qui fait la force de cette association qui est la vôtre? Oui, en fait, on est assez peu connus. On est hébergé donc par la CCI. On a été créé en 1983 et aujourd'hui, on a pas loin de une cinquantaine d'entreprises adhérentes, donc exportatrices ou voulant se lancer à l'export. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être parrain de cette catégorie? Alors bien sûr, la catégorie est tout à fait liée à ce que vous êtes, mais pourquoi est-ce que ça vous semble important de souligner la place, les enjeux liés à l'international et à l'export aujourd'hui? Alors en fait, le monde bouge et les entreprises ont besoin et de soutien et de partage d'expérience. Donc nous, à peu près une fois par mois, on organise un événement, donc que ce soit une visite d'entreprise, une conférence, une formation. Ça permet de partager, ça permet de s'aider, et puis ça permet aussi de passer des moments conviviaux, parce qu'on peut se sentir un petit peu seul dans le monde qui bouge aujourd'hui, justement, notamment avec les contraintes politiques, douanières, etc. Et on le disait déjà il y a quelques années, mais c'est un effet de plus en plus vrai aujourd'hui, le fait de prendre de l'expérience, de travailler en réseau, de partager, c'est ça l'esprit club, hein, finalement, que vous défendez. Exactement, et puis en plus, il y a ce côté vraiment convivial forcément, mais surtout ce partage d'expérience qui fait que les chefs d'entreprise, ou en tout cas les exportateurs, les directeurs commerciaux, etc., se sentent moins seuls, parce que les problématiques sont là. Voici les 3 finalistes de cette catégorie avant de découvrir qui le jury a choisi comme étant le lauréat. Image. Les cognacs Voyer à Échalas se vendent aujourd'hui dans une quarantaine de pays. C'est le résultat d'une stratégie innovante développée sur le net par Pierre Vaudon, le maître de chez qui dirige l'entreprise. La papeterie Alstrom, spécialisée dans le papier sulfurisé, fait 90% de ses 100 millions de chiffre d'affaires à l'export. Face à une demande grandissante, elle vient d'ouvrir une 5e ligne de production sur le site de Saint-Séverin qui emploie 200 salariés. Arthur Deschamps a pris la tête de l'entreprise Deschamps et Fils il y a maintenant 4 ans. Cette PME historique de la Couronne fabrique des tapis de renforcement des sols. 80% sont exportés dans une quarantaine de pays.
Des applaudissements pour ces 3 entreprises, s'il vous plaît. Extrêmement méritantes, chacune dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Un seul lauréat, ma chère Pauline, que vous allez maintenant désigner. Alstom. Alstom, avec Gérard Giry, le directeur, qui va nous rejoindre. Une papeterie spécialisée dans le papier sulfurisé et qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Elle a donc toute sa place ici pour recevoir ce trophée. Son dirigeant nous rejoint ici sur scène. Lui qui est à la tête de quelques 200 salariés, je crois, il va nous le rappeler. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Venez au centre de la scène, soyez le bienvenu, ici même. Les questions d'Amandine et ensuite le trophée, c'est l'un pas sans l'autre. Ouais, c'est d'abord moi, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'usine Alstom, alors on l'a dit, redit, mais 90% de sa production à l'export dans plus de 50 pays. Principalement vers quel pays alors? Les États-Unis. Les États-Unis en premier lieu. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes davantage tourné vers ce marché américain? Ce pays-là veut du sulfurisé. Il veut du sulfurisé depuis toujours. Et plus que nous les Français? Plus que nous les Français, oui. Alors on utilise quoi nous? On n'utilise pas de papier vous utilisez, sulfurisé. quand vous allez au supermarché, vous allez utiliser un autre papier que le sulfurisé. Vous allez utiliser un papier cuisson qui n'a pas été fabriqué de la même manière. D'accord, alors que vous c'est vraiment du papier sulfurisé. Et ça sert pas que pour la cuisson, le papier sulfurisé? Ça peut servir pour la cuisson, c'est pas sa seule utilisation, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Une autre utilisation majeure reste l'emballage de produits gras, notamment le beurre. À l'origine, c'était... Oui, il y a longtemps, on emballait déjà le beurre dans du papier sulfurisé, mais voilà. ça s'était un peu perdu. Ça se perd petit à petit parce que les gens recherchent des choses qui sont compostables, des choses qu'on puisse facilement mettre dans sa poubelle. Et là, c'est parce que justement, on y revient, que vous avez monté une 5e ligne de production à Saint-Séverin. Pour ça, oui, effectivement. Et puis c'est assez paradoxal avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est très paradoxal malgré les taxes, malgré tout ce qui nous arrive. Et vous, ça vous fait pas si peur que ça? Ah, aujourd'hui, non, on ne sait jamais. S'il passe à 200%, on verra ce que ça donnera. Mais aujourd'hui, on n'est qu'à 10, mais c'est déjà pas mal, ça. Mais pour l'instant, la demande est très forte. Elle est croissante, mais de manière... Oui, vous me disiez, on a une 5e ligne, il nous en faudrait presque une 6e déjà. Aujourd'hui, il nous en faudrait presque une 6e dès aujourd'hui. Notre carnet de commandes est rempli pour tous les mois. Arrêtez, vous venez de l'inaugurer, la 5e. Oui, mais elle est déjà pleine alors. Elle était même arrivée en retard. Quand on s'est rencontrés, je vous disais que j'avais déjà la pression pour la démarrer. Et donc combien quand même, pour donner quelques chiffres, parce que ça donne un peu le vertige, cette 5e ligne de production, c'est un investissement de combien? C'est 15 millions d'euros. 15 millions d'euros qui vous ont permis de passer le chiffre d'affaires de combien? Maintenant, on va largement dépasser les 100 millions, on va être à 125, 130 millions. 120, 125 millions. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Emballé, c'est pesé. Regardez le trophée qui arrive. Venez au centre de la scène. On va récupérer le micro pour la photo. Vous le donnez à Amandine ou à moi, comme vous souhaitez. Ce qui est important, que vous soyez au centre de la scène pour recevoir des applaudissements et pour que l'on puisse diffuser cette photo sur les réseaux sociaux de Charente Libre et partout d'ailleurs. Vous qui commentez cette soirée. Merci beaucoup et merci encore une fois au Club Charente Export pour avoir parrainé cette catégorie. Voici maintenant, ma chère Amandine, une catégorie toute nouvelle, comme d'ailleurs le partenaire qui évidemment accompagne cette catégorie. On va parler de créativité et on va surtout donner un grand coup de chapeau aux industries culturelles et créatives de ce territoire. C'est Magélis qui est le partenaire de cette catégorie. Patrick Mardiquier en est le parrain. Quelques images d'introduction pendant qu'il nous rejoint. Regardez. Applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Oh, je vais vous poser une question toute simple. Celle-là, je la pose rarement et je la formulerai rarement de cette façon-là. Qu'est-ce que vous faites là?
Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi venir aux étoiles de l'économie? Nous sommes là parce qu'on avait le sentiment qu'il manquait une étoile dans le ciel de l'économie charentaise. Il manquait l'étoile de la créativité, du champ des industries culturelles et créatives, qui sont quand même une spécificité sur notre territoire charentais, sur notre pôle avec Inan, porté par le pôle Magélis, des différents métiers, différentes productions, des productions qui partent de la Charente et qui vont sur les grands écrans, sur les petits écrans, sur les tablettes, sur les téléphones mobiles, Festival de Cannes, Festival d'Annecy, en fait tout est made in Charente. Et il était important pour nous de valoriser cette économie charentaise, de montrer tout ce savoir-faire, toute cette économie. C'est une économie qui pèse, c'est 2500 professionnels, 2000 étudiants, 150 entreprises. Donc c'est un poids économique important, différenciant pour la Charente, et pour nous il était important d'être là ce soir. Il n'y a qu'à voir en effet, en regardant sur une plateforme, quelle qu'elle soit, le nombre de créations qui émanent des différents studios, de ces professionnels qui, pour certains d'ailleurs, sont véritablement recherchés dans le monde entier, hein, après une expérience ici, sur ce territoire. Alors, il y a ceux qui viennent sur le territoire après une expérience riche, et puis à l'inverse, vous avez des pépites ici même, et vous faites rayonner très haut et très fort la Charente, à l'image d'ailleurs des 3 finalistes de cette catégorie. Voici leur portrait. Les Schtroumpfs, Lucky Luke, 2025 va être l'année de l'envol pour Calanque, qui a tapé dans l'œil de la plateforme Meta avec ses jeux rigolos et son adaptabilité. Avec 25 salariés, c'est l'un des plus gros studios de jeux vidéo de Charente. Le savoir-faire du studio Angoumoisin 3.0, dont le film La plus précieuse des marchandises a été sélectionné au Festival de Cannes en 2024, n'est aujourd'hui plus à démontrer. L'équipe de Christophe Jankovic planche actuellement sur un nouveau projet encore confidentiel. Ellipse Studio est sur tous les fronts de l'animation. Le studio Angoumoisin vient de créer Belfort et Lupin, diffusé sur France 4. Cette série animée a mobilisé jusqu'à 65 personnes. Une belle montée en puissance pour un studio qui n'a pas fini de faire parler de lui. Oh, comme tous ceux qui sont nommés dans cette catégorie, des applaudissements s'il vous plaît. Calanque 3.0, Ellipse Animation, 3 parmi tant d'autres présidents. Un seul va nous rejoindre. C'est pas Cannes, c'est pas d'autres grands festivals, mais en effet cette étoile elle a de la valeur. Trois belles entreprises, mais un gagnant ce soir, et le gagnant c'est Calanque. Vous applaudissez pour Calanque, Adrien Carta et Baptiste de Neufcourt qui en sont les dirigeants et qui nous rejoignent ici sur scène. Alors ça a été dit, Amandine, les Schtroumpfs, Lucky Luke, je sais qu'en famille vous regardez évidemment toutes ces productions. Bien sûr. Et là vous allez avoir les papas qui sont là, quelques-uns des papas de ces productions emblématiques, 25 salariés pour ce gros studio qui est un gros studio de jeux vidéo de Charente, puisque là on parle jeux vidéo. Bonsoir à tous les deux. Merci. Bonsoir. Alors on va se partager, on va même récupérer un micro de plus, puisque vous êtes deux aujourd'hui sur scène. Avancez-vous un tout petit peu. Donc oui, en 8 ans, parce que ça a commencé il y a 8 ans cette aventure. Aujourd'hui, vous avez 30 et 31 ans, donc vous étiez très jeune et vous étiez tout juste sorti de l'Engmin, donc une école d'ici, d'Angoulême. Quand vous avez créé ce studio, aujourd'hui c'est l'un des plus gros studios de jeux vidéo charentais, si ce n'est le plus gros, ça dépend comment on compte. Vous étiez 3, aujourd'hui vous êtes 25 en CDI, ce qui, enfin, voilà, c'est pas des freelances, c'est des vrais salariés en CDI. C'est quoi la méthode Calanque pour en arriver là? Ok. Déjà, c'est 8 ans, donc on n'a pas toujours été 25. Et effectivement, aujourd'hui, les choses se passent bien parce qu'il y avait un enjeu de résilience quand même dans les activités créatives. On a un projet, on a une idée, il faut pouvoir la mener à bout, mais il faut aussi pouvoir accepter le fait de travailler sur d'autres sujets pendant un certain temps pour pouvoir justement arriver au bout de l'idée initiale. Donc nous, notre méthode, globalement, c'est d'être ouvert, de travailler pas que dans l'industrie du jeu vidéo d'ailleurs. On a, par exemple, avec Agence Smart Industry, ça nous est arrivé de discuter sur des sujets digitaux pour les industriels dans le territoire. Oui, vous travaillez aussi pour les entreprises d'ailleurs. C'est ça. Et je pense que c'est cette capacité à être résilient et à être équilibré dans les industries qu'on adresse et aussi dans les territoires, puisqu'on est nationaux, mais on travaille beaucoup avec Meta qui est américain. Donc voilà, c'est ça la méthode. Et justement, dans quel type de jeux vidéo vous êtes un peu spécialisé alors ?
Vous, c'est plutôt la réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est vraiment l'axe fort sur lequel on a travaillé ces 24 derniers mois avec Meta, avec le Festival de la bande dessinée. Et l'adaptation de licence, c'est ce qui aujourd'hui vraiment nous porte, et c'est aussi ce qui nous différencie peut-être des plus petits studios qui travaillent beaucoup leur licence à eux. Et justement, on dit méta comme ça, comme si c'était rien. Mais quand même, méta. Vous avez fait donc un premier projet en partenariat avec eux. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Donc on voit quelques images passer, mais donc c'est quoi ce jeu? C'est les Schtroumpfs Flower Defense, qui est un jeu du genre Tower Defense, un genre de jeu de stratégie dans lequel on va aider les Schtroumpfs à se défendre face à Gargamel, Azrael et les personnages qu'on connaît. Et c'était l'occasion en fait pour nous d'amener la créativité qu'on avait eue sur notre jeu de notre propre licence qui s'appelle Toco Toco, d'amener ces mécaniques de réalité augmentée, ces innovations avec une licence forte. Et on remercie Vincent Donden qui nous apporte beaucoup de perspectives, et notamment d'avoir eu l'idée d'aller approcher Meta, approcher Microids qui est l'éditeur de la licence Schtroumpf en jeu vidéo, pour faire ce projet qui était tout pensé. Et ça a plutôt bien marché, puisque Meta vous recommande un autre projet. Oui, après le but effectivement c'est de nouer des partenariats. Sur les industries créatives, on le sait, on travaille que par cycle, par projet. Lorsqu'un projet sort, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il y a l'intermittence dans l'animation par exemple. Quand le projet s'arrête, généralement on attend le prochain projet. Donc l'idée pour nous, c'était super important de nouer ce partenariat avec Meta. On a un nouveau projet donc, qui a été commencé en début d'année, on vous en a parlé, et on en a encore un nouveau qui vient d'être signé la semaine dernière avec eux. On peut toujours pas en parler? Évidemment que non. Je veux dire, ça reste secret, ça, rien. On ne sait jamais, ça évolue tellement vite, j'essaye. Est-ce que cela dit, tous les deux, vous avez un héros, un personnage ou des personnages que vous rêveriez un jour d'animer, de scénariser, et à qui vous pourriez donner ainsi une autre vie? Question très difficile. On le saura l'année prochaine. Il y en a un sur lequel on commence à approcher pas à pas, qui lui aussi vit dans les étoiles. Ah, ça c'est le président, oui, c'est ça. Qui est dans un roman de jeunesse très connu dans le monde entier, un roman français. Alors on peut deviner. Je ne sais pas si en tout cas comment le futur évoluera pour vous. Par contre, cette étoile, elle brillera quoi qu'il en soit pour vous. C'est certain. Bravo et applaudissements. Félicitations à Calanque, lauréat de ce prix parrainé par Magélis Créativité pour les industries culturelles et créatives de ce territoire. Petite photo, passage obligé si l'année, parce que ça va être une étoile durable, j'en suis persuadé. La prochaine catégorie, c'est une catégorie où l'on va décliner l'entrepreneuriat au féminin, maintenant avec comme parrain le Grand Angoulême. Le président du Grand Angoulême, Xavier Bonnefond, va me rejoindre pendant que quelques images vont apparaître, et ensuite nous ferons le portrait de ces 3 finalistes. Regardez. Il y a des énergies que l'on connaît bien, les invariables du quotidien. Et puis il y a celles inattendues qui nous perturbent et nous inspirent. Car l'énergie n'est pas seulement une ressource, c'est l'émotion qui illumine chaque idée pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, créer, innover, vivre, aimer. Parce que l'énergie ne se limite pas à ce que l'on consomme, elle est aussi ce que l'on partage, ce que l'on transmet. Elle est les rêves qu'on encourage, les espoirs qu'on fait grandir. Mais ces énergies ne sont pas juste puissantes. Bonjour. Emma. Léo. Bienvenue à Angoulême. Elles sont aussi responsables de notre avenir. Un avenir où derrière chaque voyage, il y a un lieu qui mérite d'y rester. Le Grand Angoulême, président, venez nous rejoindre. Alors ce prix, c'est une nouveauté. Pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de remettre ce prix, et pourquoi vous avez choisi d'apporter une attention particulière donc pour le parcours des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se développent et qui sont de véritables patrons d'entreprise? Parce que Armel Leni me l'a demandé. C'est bien de le reconnaître. En fait, toute la vie politique, est-ce que toute la vie politique marche comme ça? Non, c'est le private joke entre lui et moi.
D'abord, vous le savez, Grand Angoulême, évidemment, est la petite sœur de la région, comme toutes les agglomérations ou les communautés de communes dans les territoires en charge du développement économique. Donc c'est vrai que depuis maintenant un certain nombre d'années, on a, on va dire, une attention particulière sur tout ce qui touche à l'innovation, à l'audace, à la vie économique, à l'écoute des acteurs économiques. Et il y a également aussi chez les élus, mais aussi chez les équipes de Grand Angoulême, une volonté aussi d'associer, d'accompagner, peut-être encore davantage, les parcours qui sont innovants, intéressants. Et puis, il y a également aussi le souhait de favoriser l'entrepreneuriat au féminin. Il y a de plus en plus, évidemment, de chefs d'entreprise, c'est tant mieux, femmes. On en a vu déjà ce soir récompensé, c'est fort heureux. Mais il y a seulement peut-être un tiers des créations d'entreprises qui sont portées par des chefs d'entreprise femmes. Et c'est quelque chose qui compte pour Angoulême, pour les élus, pour les équipes. Et donc c'était l'occasion aussi pour nous de mettre en lumière des parcours qui sont toujours intéressants et qui parfois peut-être ont eu encore peut-être plus d'embûches pour pouvoir créer et monter leur projet et le faire développer et le faire connaître ici ou plus loin, voire même à l'international. Donc pour nous, en tout cas, on est très très heureux d'avoir répondu présent et d'avoir eu l'aval de monsieur Armel Leny pour avoir cette catégorie de l'entrepreneuriat féminin parce que ça compte sur notre territoire. Voilà. Le message est passé. On en saura plus tout à l'heure, peut-être. D'ici là, on va découvrir le portrait le portrait rapide, le résumé. Je vous renvoie vraiment sur les papiers que vous avez commis, d'ailleurs vous et vos collègues, sur ces femmes remarquables. Une seule nous rejoindra ensuite sur scène. Regardez. Françoise Deis a repris les rênes de Rambo en 2018 et impulsé une nouvelle dynamique à cette entreprise spécialisée depuis plus de 50 ans dans l'échantillonnage textile. Aujourd'hui, les 25 collaboratrices de Rambo ne cessent de se diversifier en s'ouvrant à de nouveaux marchés. Animée par les challenges, Pauline Tranchant a déjà ouvert 6 centres Iron Bodyfit en 5 ans et vise la dizaine d'ici quelques mois. En 2024, la jeune chef d'entreprise a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et la vingtaine de salariés. À Barbezieux, Christine Burke défend et promeut depuis 30 ans le savoir-faire artisanal de Master Toile. Avec détermination, cette passionnée se bat pour faire perdurer cet atelier de fabrication de toiles d'artistes labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Applaudissements, s'il vous plaît. Largement mérité d'ores et déjà. Un seul nom, une seule dirigeante, une seule entreprise. J'appelle la chef d'entreprise qui est à la tête de l'entreprise Rambo. Françoise Deis qui va nous rejoindre et qui à l'applaudimètre triomphe ce soir, quoi qu'il en soit. C'est une tribu qui accompagne Françoise Deis avec Rambo. À la tête depuis 8 ans de l'entreprise, c'est une énergique patronne qui a diversifié l'activité, qui a conquis de nouveaux marchés dans ce secteur ô combien compliqué de l'échantillonnage textile. Vous pouvez l'applaudir. Avais-je besoin de le rappeler? En tout cas, à l'applaudimètre, vous remportez, Françoise, le prix. Il y avait de la concurrence pendant ce sujet vidéo, puisque votre collègue qui ouvre les salles de sport, dont on a entendu tout à l'heure le portrait, avait également, je pense, un fan club dans la salle qui peut se faire entendre une nouvelle fois, parce que ce sont des parcours formidables, qui mériteraient tous le trophée. Bien sûr, félicitations. Mesdames, allez-y. À nous deux, oui. On va se mettre au milieu, tant qu'à faire. On l'a vu, effectivement, chez Rambo, vous faites de l'échantillonnage textile. Vous travaillez concrètement pour qui? Alors, je ne vous demande pas de citer la liste de tous vos clients, il y en a plein, mais on l'a vu, vous travaillez pour aussi des industries du luxe, pour des grands noms. Qu'est-ce qui se passe à Confolens? Alors principalement, l'activité de l'entreprise, effectivement, c'est de l'échantillonnage textile. On crée des catalogues dans lesquels on intègre des échantillons qui permettent en fait au client final de sélectionner pour faire des rideaux, des coussins, des canapés. Et nos clients sont principalement des éditeurs de textiles, donc ils conçoivent en fait des modèles, ils font tisser les tissus et ensuite ils les commercialisent
par le biais des outils que nous, on produit. Donc ce sont souvent de grands noms de l'édition de textile qui ont des portées internationales. Oui, avec des clients finaux, parmi les grands noms de la mode, parmi... Également, oui. Et vous en faites un peu de toutes les tailles. Parce que Alors on en fait ne se rend pas compte ce que ça peut être l'échantillonnage textile, mais... Oui, on en fait de toutes les tailles. Nos clients sont dans l'ameublement, sont dans le prêt-à-porter, sont aussi des industriels. Et effectivement, on adapte à chaque fois les produits à leurs besoins. Donc ça peut être de tout petits échantillons, 10 par 10, à de beaucoup plus grands. J'en ai vu de 1 mètre de haut. Exactement, oui. Comme ça. La taille d'un pouf, un énorme pouf, oui. Et il n'y a pas que du textile chez vous, vous faites aussi de l'échantillonnage, vous êtes un petit peu diversifié dans les matières? Alors on sait, dans l'échantillonnage textile, vous voulez dire ou y a du textile, mais j'ai aussi vu qu'il y a des échantillons même avec du métal maintenant, voilà, vous faites exactement. Tout un tas de choses différentes. Oui. En fait, comme on crée aussi des outils type des boîtes, en fait, ça nous permet de présenter pour nos clients n'importe quel produit. Et donc effectivement, on a eu des projets qui ont porté sur de l'aluminium, ça peut être du bois, ça peut être des composants électroniques. Des fois, c'est un petit peu moins sexy que le tissu, mais oui, on peut intégrer n'importe quel type de produit dans nos coffrets. Oui, on ne se rend pas compte de toutes les industries qui ont besoin d'échantillons, en fait. Exactement. Oui. Et depuis 8 ans, donc vous êtes à la tête de Rambaud, qui n'avait jusque-là été dirigé que par des hommes. Vous y avez quand même apporté votre touche. Vous diriez que c'est quoi la touche Françoise Deis? Alors, je ne suis pas forcément la mieux placée pour le dire. Je pense qu'il y en a quelques-unes ici qui le diraient. Je ne sais pas. J'aime les beaux produits. J'aime des très belles finitions. Et puis, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Si je peux le préciser, c'est une équipe 100% féminine. Aussi. Il n'y a pas que la patronne qui est au féminin. Vous avez bien fait de le préciser. Travaillent là-bas. Voilà, une équipe très talentueuse dont je suis très fière. Et donc, oui, on porte tout ensemble des projets. On élabore des produits pour nos clients qui ne savent pas toujours vraiment ce qu'ils souhaitent et comment présenter leurs outils. Et donc, on les accompagne ensemble, on détermine les produits et en principe, ça match. Et vous aviez déjà dirigé la Vénitienne Nouvelle à Jarnac. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre en général ? Je crois que je suis arrivée à l'entrepreneuriat un petit peu avec hésitation, mais j'ai toujours été très motivée par les challenges et puis la diversification en fait, de mon historique professionnel. Je suis passée par les travaux publics, par la scierie, par la métallurgie, donc par les stores aussi. En fait, à chaque fois, c'est un nouveau défi. Et puis là, c'était quand même un défi aussi assez... prestigieux parce que les produits sont vraiment très beaux et ça m'amène dans un univers que j'ai découvert mais avec des clients qui ont une belle portée, je le disais tout à l'heure, internationale et puis des belles choses où j'arrive à m'éclater. Françoise. On le sent, un formidable Françoise, je ne sais pas savoir-faire. quelle belle étoile vous avez suivie. En tout cas, celle-là va vous suivre. Vous allez recevoir des mains du Grand Angoulême cette étoile de l'économie sous quelques applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Merci beaucoup Xavier Bonnefond pour le Grand Angoulême. Bravo pour cette récompense 100% féminine avec Françoise Deis et l'ensemble de ses collaboratrices et de sa famille professionnelle. Merci beaucoup. La prochaine catégorie, je préviens, sera la dernière de la soirée avant de découvrir évidemment le nom de l'entrepreneur de l'année. Cette catégorie, elle revient au club d'entreprise et au réseau professionnel que nous souhaitions honorer ce soir. Pour remettre ce trophée, je vais demander au gérant du groupe Auto de bien vouloir nous rejoindre, et à Benjamin Benon, qui est le directeur de la concession Honda, Mazda, Suzuki et associés. Quelques images pour les présenter et ensuite ils vont nous en dire plus. Allons-y. Le groupe automobile Druito. Depuis 1996, nous sommes à votre service, chaque jour, en concession, à l'atelier ou sur la route. Notre engagement reste le même, vous accompagner. Dans notre ADN coule aussi l'ancrage territorial. Nous sommes engagés durablement, auprès d'acteurs locaux. Aujourd'hui, si nous changeons d'identité de marque, c'est pour réaffirmer nos engagements à vos côtés et ceux de nos partenaires. Nous aurons toujours à cœur de vous garantir une qualité de service optimale tout en anticipant les enjeux de mobilité de demain. La force de notre groupe est la synergie entre nos différentes structures. C'est d'avoir une offre de services globale et complémentaire.
Notre objectif sera toujours de satisfaire vos besoins. Notre ambition est celle d'anticiper les enjeux de mobilité de demain. Nous vous accompagnons à chaque étape de la vie de vos véhicules. Le groupe automobile Druito devient un groupe engagé pour votre mobilité. Tout est clair, messieurs, tout est clair. On va vous applaudir d'abord tous les deux. Bon, merci une nouvelle fois d'être associé à cette soirée. On a vu quelques-uns de vos modèles présents ici même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de parler de l'évolution du groupe. Juste une question de Jock. Qui c'est qui, vu votre secteur d'activité, a choisi d'appeler ça auto? Alors, bonsoir à tous. Et ça a été en fait Benjamin, le directeur de la maison, est associé sur 2 sociétés avec moi-même. Sylvain Boutin, qui est par là, dans la salle, qui a œuvré pour ce logo, pour quelque chose de dynamique. Voilà, c'est un ensemble de discussions, un partage, et voilà ce qu'il en est sorti. Et en tout cas, un bon résultat. Quoi qu'il en soit, on sent bien qu'il y a une volonté de coller aux grands enjeux du moment, en gardant ce qu'a fait l'ADN, quelque part, de vos entreprises, de vos collaborateurs, une proximité pour conseiller. On a plus que jamais besoin de conseils, d'accompagnement dans ce secteur qui est le vôtre. Exactement, et ça nous permet aussi de renforcer notre image de marque à travers nos engagements du quotidien avec les équipes, que sont le service, la proximité client, l'offre globale de mobilité qu'on a avec les nouvelles marques qu'on a prises depuis 3 ans, parce qu'au-delà des concessions automobiles depuis bientôt 30 ans, les marques japonaises Suzuki, Mazda, Honda, on a développé notre offre globale avec une carrosserie en 2019, Car Espace, une société de location toute durée, puis maintenant des nouvelles marques, dont une qu'on vous présente ce soir, pour essayer d'avoir une offre globale et d'accompagner nos clients durant toute la vie de leur véhicule. Alors, on a l'habitude de parler flotte dans vos secteurs d'activité, mais c'est important également de souligner à quel point il faut savoir jouer groupé, parler club, parler esprit d'équipe, y compris lorsque l'on a l'envie d'entreprendre de façon individuelle. D'ailleurs, dans votre propos, tout à l'heure, vous avez souligné dès le début le rôle de ceux qui sont vos partenaires, de ceux qui vous accompagnent au quotidien. Certains font la route ensemble, d'autres choisissent de partir tout seuls, et puis ils rencontrent parfois sur leur chemin des lieux pour échanger, pour converser, pour faire du commerce, pour se rassurer parfois, pour se conforter aux réalités. Ce sont ces clubs d'entreprise et ces réseaux professionnels qui sont ce soir à l'honneur. Portrait des 3 finalistes de cette catégorie. 20 ans de soutien au service de l'entrepreneuriat, ce n'est pas rien. Le réseau Entreprendre, ce sont 120 chefs d'entreprise qui donnent de leur temps bénévolement avec une solide équipe permanente pour aider les créateurs et les repreneurs de tous horizons à se développer. Alliance Entreprise est un club qui marie convivialité et industrie. Depuis 40 ans, ce réseau d'entreprises et de prestataires accompagne ses membres au nombre de 60 aujourd'hui. La veille et le partage d'expériences y sont des éléments moteurs. Depuis 2018, Spirits Valley rassemble tous les grands savoir-faire des spiritueux présents en nombre dans le Cognacé afin d'attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux talents. Le Spirits Forum, organisé à Cognac, est l'un des événements phares du club. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour ces femmes, ces hommes réunis dans ces différents clubs, réseaux. Un seul va nous rejoindre sur scène, tous mériteraient ce coup de chapeau. Effectivement, un seul, Réseau Entreprendre Poitou-Charentes. Réseau Entreprendre Poitou-Charentes dans la grande famille. Réseau Entreprendre, Jocelyn Pinault en est le président, Daniel Vidot en est le directeur, Jennifer Atoum est la chargée de mission pour ce département. Venez, on a ici même le triumvirat de l'ensemble de ces réseaux qui se développent sur tout le territoire français. Un réseau extrêmement dynamique d'ailleurs, avec de très nombreux rendez-vous. Et puis, selon les départements, des dynamiques spécifiques, des envies spécifiques d'accompagnement. J'aimerais que vous applaudissiez plus fort que ça, s'il vous plaît. Je vais récupérer les micros pour le coup, pour les uns et pour les autres. Président, directeur, chargé de mission, vous avez venu qu'à 2. Pour un grand réseau comme vous, j'ai un autre micro pour vous. On a quand même le président et le directeur, on est pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, venez, avancez-vous un tout petit peu.
On va en savoir plus enfin sur le réseau Entreprendre dans ce département, Amandine. Ouais, qui est déjà bien connu en Charente. Réseau Entreprendre Poitou-Charentes fête ses 20 ans d'existence cette année quand même. Joyeux anniversaire déjà. Merci. Vous avez 120 membres. Qu'est-ce qui fait que Réseau Entreprendre, c'est quand même un peu plus qu'un réseau d'entreprises classique? Alors c'est vrai que le réseau Entreprendre, c'est un réseau d'accompagnement des chefs d'entreprise par des chefs d'entreprise qui accompagnent des créateurs, des repreneurs, des développeurs d'entreprises bénévolement. Donc on est là pour aider les créateurs, les repreneurs d'entreprises qui souhaitent, comme nous tous ici, oser créer de l'emploi, puisque notre objectif et l'accompagnement, c'est vraiment la création d'emplois, puisqu'on accompagne les entrepreneurs qui vont créer au moins 3 emplois à 3 ans. Créer ou maintenir 3 emplois à 3 ans. Votre devise, c'est ça, c'est pour créer des emplois, créons des employeurs. Et ça passe par quoi? C'est dès le départ, dès la sélection des lauréats? Tout à fait, on a un accompagnement aval. Donc avant le montage du projet, on va aider le créateur ou le repreneur à construire son projet pour avoir quelque chose de bien structuré qui puisse aussi l'aider auprès de ses partenaires bancaires ou institutionnels. Et ensuite, une fois qu'il devient lauréat, là, on a un accompagnement aval de 2 à 3 ans où le chef d'entreprise va être accompagné par un autre chef d'entreprise membre du réseau Entreprendre. Ils vont se voir tous les mois. Et ce lauréat va également participer au club des lauréats. Donc il va rejoindre la communauté des lauréats. On accompagne à peu près une quinzaine de lauréats par an. Et sur la région Poitou-Charentes, l'ex-région Poitou-Charentes, c'est 32 lauréats qui sont accompagnés actuellement. Puisqu'on est dans les chiffres, vous avez eu votre AG des 20 ans il n'y a pas longtemps, donc je me permets, vous devez les avoir un peu en tête. Vous avez accompagné combien d'entreprises en 20 ans? Quasiment 180 entreprises et lauréats, qui a créé 800 emplois sur tout le territoire. J'étais à 1700. 1800 emplois, c'est quand même pas rien. Et il y a une la prochaine fois, comme Joker, vous prendrez le public. Parce que l'appel à un ami, ça n'a pas marché. Ah, ça va, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, il y a une autre statistique que je tenais à relever qui a été donnée. Le taux de pérennité de ces entreprises que vous accompagnez à 5 ans. Est-ce que celui-là, vous vous en rappelez? Alors c'est 85% à 5 ans, là j'ai bon. Exactement. Et effectivement sur l'accompagnement, il y a également le prêt d'honneur. Donc c'est pas une spécificité parce que d'autres réseaux peuvent le faire, mais on a également un prêt d'honneur grâce à nos partenaires bancaires, dont un des partenaires de la soirée qui est le CMSO, qui nous octroie une ligne de fonds de prêt et ensuite nous on donne un prêt d'honneur aux lauréats. Effectivement, ce n'est pas le cœur de l'accompagnement, mais ça aide quand même à mettre le pied à l'étrier. Et effectivement, parfois, ça permet, parce que vous êtes, de par votre image aujourd'hui en Charente, gage de sérieux. Si ils ont lauréat chez vous, c'est que sans doute le projet mérite d'être accompagné. Il aura passé un certain nombre d'étapes, effectivement. Il y a un chargé d'études qui va valider le dossier. Ensuite, on a 5 valideurs qui vont valider le dossier. Ensuite, il y a un comité d'engagement d'une dizaine de membres et à chaque fois des personnes différentes qui valident le projet et qui font en général du porteur de projet un lauréat. Donc ça rassure quand même les banques. Et juste, vous organisez quand même pas mal d'événements dans l'année, notamment le Booster Camp. Vous avez été les premiers à le faire en Charente et je crois qu'on remet ça bientôt. Oui. Je vais venir vous voir. Ça consiste en quoi? Juste en 3 mots, un Booster Camp? Le Booster Camp, c'est 5 entreprises qui ont décidé d'être challengées pendant 24 heures. Donc on appelle ça les boostés. Puis on a une 50aine de chefs d'entreprise qui sont les boosters, qui viennent les challenger pendant 24 heures. Quand même, 10 chacun, sur leur dos, comme ça, pendant 24 heures. Exactement. Et dans la salle, il y en a quelques-uns qui vont être challengés la semaine prochaine. D'ailleurs, Béatrice Marin, notre entrepreneuse de l'année dernière, avait participé au Booster Camp de Réseau Entreprendre. Ça aide. On va vous applaudir, messieurs. Venez récupérer, donc c'est un pack de 4 là. Venez, approchez-vous tous les 4, les 2 remettants, les 2 récompensés et votre chargé de mission qui vous rejoint pour la photo. Et bien voilà, la photo sera complète. Bravo, bravo, bravo à Réseau Entreprendre. Heureux de vous avoir ici sur scène. Moi qui ai animé et produit quelques-unes des biennales il y a quelques années de Réseau Entreprendre au niveau national, ça fait plaisir de voir à quel point ce réseau se renouvelle, se régénère avec toujours des dirigeants qui sont à la pointe de l'envie et de l'innovation. Si vous me permettez maintenant, ma chère Amandine, je vais prendre 2 petites secondes parce que je suis en train de finaliser un truc. Donc je sais que ça ne se fait pas ici sur scène, mais je voudrais profiter de la promotion de jusqu'à moins 50% sur la literie et matelas.
qu'il y a, figurez-vous, sur le site Mano Mano. Sur le site Mano Mano. Bah oui. Et je me suis toujours demandé, c'est pas une blague, qui Est-ce que ça était derrière marche, le parce que site sinon- Mano Mano, qui arrivait, qui avait inventé cela, qui mettait finalement autant d'énergie avec ses équipes pour avoir le service que l'on connaît. Je pense que si on faisait un petit sondage, tout le monde connaît le site, tout le monde l'a visité. Beaucoup évidemment ont choisi des choses à l'intérieur de ce site hors promotion. Qui se cache derrière? C'est l'objet de la prochaine séquence. Exactement. Bah, figurez-vous que la personne, le PDG de Mano Mano, il a commencé à Chalais chez nous, en Charente. Et c'est notre parrain fallait 2025. prononcer, mais ça déjà fallait prononcer. Chez nous à Chalais, c'est pas mal, je ne l'avais pas préparé. Notre parrain 2025, on peut le dire, il a à peu près tout vécu. Les paris, les échecs, les trahisons, les redémarrages. Il est passé, c'est ce qu'on disait, du plâtre de Chalais à la French Tech. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise valorisée à pas moins de 2 milliards d'euros, la licorne Mano Mano. Je vais appeler notre rédacteur en chef adjoint Ismaël Karoum qui va venir l'interviewer sur scène et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Christian Resson. Christian Resson, que vous applaudissez s'il vous plaît. Ismaël, prenez le siège. Prenez le siège juste à côté de vous. Non mais regardez, les deux. Ils sont pour vous, il est à vous. Prenez place ici même, vous choisissez. Pour un mano à mano vocal. Ah. Pourquoi vous avez un meilleur profil? C'est quoi le... Non. Je n'aurais Ismaël si vous voulez se mettre là. Ouais, puis moi, choisit. Oui, non, j'ai rien dit. De droite, de gauche, c'est le même. Pour toi, j'ai rien dit. Alors, quelques minutes pour bien comprendre qui vous êtes, pour bien savoir finalement quels sont les ressorts d'entreprendre. Et ensuite, on découvre l'entrepreneur de l'année. Merci Eric. 50% c'est une arnaque. Hein. C'est pas Ah. Mano Mano, je pense pas. Non. Attends, Sur la literie, tu veux vraiment Vous êtes pas- souvent On va copié, vérifier, d'ailleurs. on va vérifier. Attends, regarde. C'est pas une vanne en plus. Jusqu'à 50%. Ah oui, Ok. jusqu'à, pardon. ouais. Petite nuance. Bon, au lieu de vous remercier pour la promotion, en tout cas, merci d'avoir accepté aussi spontanément et naturellement, ça s'est fait en 2 secondes, d'être le parrain de cet événement. Tout au long de la soirée, vous avez suivi donc, le palmarès, vous avez écouté les histoires, vu ses idées, ressenti les énergies, les émotions. Quel est votre regard sur ce palmarès 2025 des Alors déjà, bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Je suis ravi de venir à Chalais, en Charente, où je suis moi depuis quasiment 15 ans. Donc je suis vraiment ravi de venir ici. Ce qui m'a inspiré, c'était l'éclectisme, je pense, de l'industrie, du service, de la créativité, des réseaux qui aident les entrepreneurs. C'est juste, voilà, c'est le reflet de ce qu'on est fort en France. On est très diversifié. On a plein de choses à faire, mais j'étais ravi de voir qu'il y avait des industries en Charente. Est-ce qu'au travers certains, vous êtes revus, vous, à vos débuts? Alors moi, j'ai commencé dans le sentier, dans 3 mètres carrés. On était 5 sur un bureau. Sûrement. Mais j'ai pas eu de. Non, je me suis pas revu là. Vous n'êtes pas revu là. Chaque histoire est différente. Alors, est-ce qu'il y a une histoire, un message, une entreprise, une idée qui vous a particulièrement bluffé? Alors tout est inspirant. J'avoue que le papier sulfurisé aux États-Unis, chapeau pour les chiffres. C'était très impressionnant. Et j'imagine que la rentabilité doit être incroyable. Et quand on est dans une petite entreprise, on court après la rentabilité. Et je pense que ça, c'était très impressionnant. Une bonne leçon là-dessus. Donc c'est pas la taille qui compte, hein. Je pense que c'est le cash flow à la fin de la journée qui est important. Ensuite, moi j'ai senti beaucoup de solidarité, ne serait-ce que par la diversité des acteurs que vous avez aujourd'hui dans la salle. Je pense qu'il y a un réseau économique qui est bien établi, qui est bien construit. Et je pense que aussi ça la beauté du pays, c'est que les territoires sont quand même bien maillés par à la fois des aides publiques, des aides privées. Et ça c'est aussi impressionnant. C'est pas partout la même chose, voilà. Vous, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui établi, même s'il peut y avoir des difficultés ou autres, quel message vous auriez envie de faire passer à tous ces entrepreneurs, pas que les lauréats d'ailleurs, les finalistes et aussi les 10 autres qui étaient derrière? Est-ce que vous avez un message particulier en raison de la conjoncture, du moment, du pessimisme ambiant ou pas, que vous avez envie de leur transmettre? Alors, je ne suis pas un grand messager, moi j'avoue que je suis plutôt un besogneux. Vous êtes pas mal en punchline sur ce que j'en ai vu. Pardon ? Vous êtes plutôt pas mal en punchline quand même sur ce que j'en ai vu quand je suis venu vous voir à Paris. C'est vrai. Donc lâchez-vous, ça ira bien. Je peux me lâcher, d'accord. Non, mais je pense qu'on a parlé de résilience aujourd'hui. Je pense que c'est important. Peut-être faire attention à sa liberté, peut-être ça qui est important aujourd'hui. Liberté, c'est d'être autonome dans la gestion de son entreprise.
mais sans que ça vous empêche d'innover tout le temps. Je pense que l'innovation, c'est la clé de tout quand on est entrepreneur. Restons curieux, être à l'affût de toutes les idées, soyons des éponges. Écoutons-nous également sur notre petite voix intérieure. Souvent, l'entrepreneur a raison, même s'il se trompe, hein, mais il a raison au moment où il fait un choix. Mais je pense que ça, et je pense que la liberté, c'est important. Je pense, ouais. On vous connaît comme le fondateur avec votre associé de Mano Mano. Tout a commencé donc ici à Chalais parce que vous vouliez fuir les vacances dans le Cotentin que vous imposez votre femme chaque mois d'août et qui vous déprimait absolument. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison à Chalais pour qu'on en arrive là aujourd'hui, à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai passé plus de temps sur mon toit qui fuyait qu'à bronzer dans le jardin. Donc j'ai vu qu'une maison, c'est pas simple à maintenir. Et c'est vrai que je dis pas que c'est sur mon toit que j'ai eu les idées de créer mon échelle, mais c'est en grande partie parce que c'était tellement pénible de bricoler à Chalais. Bricomarché de Chalais, bonjour. Je pense qu'ils me connaissent. J'ai laissé beaucoup d'argent, beaucoup de sueur et tout. Je venais même à Angoulême chercher des trucs parce que sur un gros concurrent ici, mais c'est tellement pénible. Et je pense qu'on fait tout avec notre portable aujourd'hui. Mais sauf à l'époque, on ne pouvait pas bricoler. Donc c'était un peu ça qui m'a vraiment réveillé avec mon associé Philippe de Chanville, qui est un encore plus gros bricoleur que moi, de se dire mais c'est tellement... on a fait tous les secteurs d'activité, puis il y a celui-là qui nous est sauté aux yeux, c'était qu'est-ce que tu fais le week-end? Je m'emmerde sur mon toit, moi, le week-end. Et pourquoi? Mais voilà. Et c'est comme ça que j'ai venu... Voilà, exactement. À l'époque, aujourd'hui, donc Mano Mano, c'est une marketplace. Vous n'êtes pas le vendeur, vous n'avez pas le stock, vous ne vendez pas vous-même le produit. Ça semble évident en 2025, mais en 2012, il n'y a quasiment pas de marketplace. C'est le modèle d'Amazon. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous, en 2012, tiens, c'est le bon modèle, la bonne idée? C'est la nécessité, puisqu'on n'avait pas l'argent. Donc, on ne pouvait pas prendre de risque, nous, pour acheter et revendre. Et donc, c'était le modèle qui s'est imposé à nous. Alors, techniquement, c'est plus compliqué, construire une place de marché, parce qu'il faut rassembler une offre, il faut avoir des clients, etc. Donc, la voie n'était pas la plus simple, mais pour nous, c'était la plus économique, entre guillemets, et la plus directe pour atteindre un marché de façon massive. Donc c'était la première raison. Mais il y a aussi des inconvénients. Il faut tout de suite être assez gros pour pouvoir faire marcher la machine. Mais parce qu'une place de marché, c'est une histoire de volume. Mais c'était une histoire économique au démarrage. On n'avait pas les moyens d'acheter, de vendre. Une contrainte, voilà, qui est devenue une vraie opportunité pour nous. Au départ, vous l'avez dit, ça s'appelait monéchelle.fr. Vous le créez avec 15 000 € chacun avec votre associé. Vous vouliez juste être les rois de Saint-Germain-en-Laye, un peu comme le PSG. Et aujourd'hui, en fait, finalement, ça vous dépasse, ce succès, d'être à la tête d'un géant du bricolage, ou vous êtes un ambitieux, vous aviez quand même un peu ça derrière la tête? Alors, quand on est entrepreneur, il faut toujours être ambitieux. Je ne sais pas si ça nous dépasse avec Philippe, mais je pense ça fait quand même, on a créé ça en 2012, ça fait près de 13 ans qu'on est dessus. Chaque année est différente, chaque mois est différent, donc on prend les difficultés, on prend les joies mois après mois. Je ne sais pas si on est succès, je ne sais pas si il y a... J'ai pas cette notion de me dire dépasser ou pas dépasser. Je suis sûrement peut-être dépassé depuis 10 ans, je ne sais pas. Hein. Mais comment dire, c'est comme quand vous attaquez une montagne, vous prenez le premier mont, puis le deuxième, puis vous êtes au sommet. Il y a un autre sommet derrière, vous le prenez. Je ne pense pas qu'il y a pas un moment où vous dites tiens, là, j'ai atteint quelque chose. Quand on est entrepreneur, je pense qu'on est toujours en train de chercher la montagne d'après. Voilà, ouais. Vous continuez. Vous avez donc aujourd'hui, il y a Mano Mano. Ça roule. Vous avez connu plusieurs échecs avant. Une première entreprise 100% Internet en 99-2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Dernière, une super idée de plateforme de formation 100% digitale. Votre principal client vous l'a fait vulgairement à l'envers. Et quand vous lancez monéchelle.fr, le premier fournisseur vous fait un cours de la vérité si je mens, en gros. Pour être un bon entrepreneur et connaître le succès aujourd'hui, il faut avoir perdu à un moment. Non, il faut avoir pris des leçons de ces échecs. Parce que si on perd tout le temps, c'est pas marrant. C'est quand même un moment, il faut prendre quelques leçons de tout ça. Non, je pense que c'est ça. C'est que la notion d'échec ou de perte, je ne sais pas quel mot vous avez utilisé, c'est quelque chose qui est extrêmement... faut le prendre sur le côté positif. Ce qui est marrant, quand on prend l'étymologie d'échec, il y a 50 mots, mais il y a une façon de dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Donc l'échec, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé maintenant, mais ça va arriver. Donc mais qu'est-ce que je retire de ce qui n'est pas arrivé?
Et je pense que c'est ça où on a une richesse, mais il y a des entrepreneurs qui n'ont jamais échoué, qui sont peut-être aussi bons que ceux qui ont échoué. Mais pour moi, comment dire, même si j'ai eu plus d'échecs que de succès, je ne me qualifie pas sur mes échecs, je me qualifie sur les expériences que j'ai eues. Souvent, je dis que chaque entreprise, c'est un nouveau MBA qu'on acquiert. C'est de l'expérience et c'est plein de choses qu'on apprend avant tout, c'est ça. Ouais. Alors, il y a un autre endroit où vous avez beaucoup appris, et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette expérience-là. Vous avez été casque bleu à Sarajevo en 1994 pendant 4 mois. Comment vous êtes arrivé sous les balles du siège de Sarajevo en force d'interposition de paix en pleine guerre? Ça, c'est peut-être l'expérience fondatrice de ma vie. C'était un truc incroyable. J'ai un papa militaire, donc ça m'a un petit peu aidé. J'étais un peu dans le bain. Et puis donc j'ai fait moi une formation d'officier. Et puis quand je suis arrivé à mon régiment, je suis cavalier. En sortant de Saumur, j'ai appris que le régiment partait dans 2 mois à Sarajevo. Et donc c'est la première chose que j'ai annoncé à mon collègue en arrivant à Resson, volontaire pour partir à Sarajevo. Il m'a dit: tu parles anglais? Ouais. Allez, on est parti. C'est comme ça. C'est le pur hasard et les opportunités qui se sont ouvertes comme ça. Et c'est quelque chose qui était à la fois horrible, mais tellement formateur. Voilà. Du coup, derrière, on doit relativiser les fameux échecs et se dire que la vie, finalement, la vie d'entrepreneur, elle est peut-être compliquée, mais il y a bien pire. Je sais pas. La vie d'entrepreneur, c'est quelque chose que ça vaut quand même, ça vaut le coup d'être vécu. Je crois que c'est le plus beau métier du monde. Je pense que je peux pas faire la guerre, je peux pas le plus beau métier du monde, je pense pas. Donc, je pense que créer des emplois, être un aventurier, on peut tout connaître quand on est entrepreneur. Et je pense que c'est ça c'est plutôt ça l'exigence de ma vie pour le coup, c'est être entrepreneur. Ouais. Alors justement, vous avez créé de très nombreux emplois, énormément d'emplois, et votre entreprise a totalement explosé pendant le Covid, quand tout le monde s'est retrouvé chez soi, s'est dit bon bah tiens, je vais repeindre la chambre, le salon et bricoler. Et finalement, derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. C'était un peu les montagnes russes de l'hypercroissance. Comment, en tant qu'entrepreneur, on vit cet ascenseur émotionnel et on en arrive finalement assez vite à se résoudre, à devoir licencier, restructurer pour pouvoir repartir de l'avant? Alors c'est avant tout un ascenseur économique et émotionnel, parce qu'on est dans la gestion quotidienne. Donc même quand on fait 100% de croissance, on gère le truc. Et quand on redescend derrière, il faut gérer le truc quand même. Mais c'est vrai que, toujours pareil, l'optimisme entrepreneur, on pense que 100% par an, ça va arriver. Le Covid va arriver tous les 2 ans, donc c'est génial. Non, manque de bol, non, ça n'arrive pas tous les 2 ans, heureusement. Et donc, il faut trouver autre chose. Et donc, oui, il a fallu que se restructurer. On a toujours une politique avec Philippe, c'est d'être toujours un petit peu en déséquilibre avant, toujours être un peu plus surstaffé, toujours investir un petit peu plus. Parce que ça, c'était à l'époque où on levait des fonds très, très facilement et que l'argent n'était pas cher. Et donc là, on s'est réveillé un matin où il n'y avait plus de fonds. La valo au fond, et vous avez trop de coûts, trop de frais fixes et vous devez faire des choix. Heureusement, nous, la moyenne d'âge de nos salariés, c'est à l'époque, c'était 27-28 ans. Donc quand on fait un PSE, les gens dans la semaine, ils ont trouvé un nouvel emploi, ils étaient à Paris, etc. Donc c'était pas. On a fait aussi un plan en Espagne, à Barcelone, mais ça, c'était aussi. Disons qu'il n'y a pas eu de casse sociale. C'était pas des personnes qui étaient en difficulté, donc ils ont pu rebondir très rapidement. Mais bien sûr, c'est jamais grave d'organiser un PSE au-delà de l'aspect humain. Le plus important, c'est l'aspect humain, mais ça fait aussi partie d'un galon d'entrepreneur aussi. Ouais. Vous définissez comme un pirate du marché. C'est quoi un pirate en économie? C'est plutôt mon associé qui nous qualifie de pirate. Vous aussi. Comment? Oui, je l'ai repris, bien sûr. Ouais. Un pirate, c'est celui qui, je pense, comment dire ça? Le pirate, c'est plutôt celui qui va faire différemment, qui va pas dormir la nuit pour essayer de choper le gars à son réveil, qui va essayer toujours d'innover, qui va toujours essayer de surprendre. Il est là où on l'attend pas. Être sur le qui-vive, je pense que c'est ça le pirate. Et vos concurrents, ils le prennent comment, le pirate, quand ils lisent que vous leur dites depuis 1945, la seule chose que mes concurrents ont inventée, c'est le parking? Ils vous détestent? Ils rigolent pas, je pense, quand je leur dis ça. Moins que dans la salle. À tort, je pense. Mais non, les concurrents, je pense que on fait bien notre job parce qu'ils nous copient beaucoup. Ça, comme ça aussi, c'est que je pense qu'on a créé un marché pour la concurrence. Le truc, c'est pas se faire rattraper, c'est ça le plus important. Mais je pense que les concurrents aussi, on les a inspirés. Et je pense que
nos amis. Aujourd'hui, tout le monde a une marketplace, en tout cas tous les gros du bricolage connus en ont une. Voilà, et c'est à nous, en tant que pirates, d'aller un cran plus loin, d'être plus rapide qu'eux pour essayer de toujours garder cette épaule d'avance sur la concurrence. Oui. On est ici en Charente, on célèbre plutôt, enfin aux Étoiles de l'économie, on célèbre plutôt les petites boîtes, l'énergie, l'innovation, ces réussites-là. Est-ce que techniquement c'est possible de créer une licorne depuis un département comme la Charente, en dehors de Paris ou d'une métropole? Ou alors c'est vraiment trop compliqué? Alors je suis parti cet après-midi, il faisait gris à Paris, je suis arrivé à Angoulême, il faisait gris à Angoulême. Je pense qu'il y a le même ciel. En revanche, si on veut faire du cognac à Paris, ça marche moins bien que si on est à Cognac. Je pense qu'il faut prendre l'opportunité de là où elle est. Et c'est vrai que si vous avez ambition, vous avez par exemple un business où il faut aller se financer très rapidement et avoir un accès au capital risque, c'est sûr qu'Angoulême, c'est peut-être moins outillé que si vous êtes à Londres ou à Berlin ou à Paris. Donc c'est en fonction de votre projet de savoir où est-ce que vous allez le positionner. Mais c'est sûr que si vous avez beaucoup besoin de financement, il faut mieux aller dans le centre où il y a des financements. Donc je ne pense pas qu'il faut plutôt prendre ça comme des opportunités là où on est. Moi j'ai monté une boîte à Londres, ma première boîte c'était à Londres, et j'ai senti ce besoin de marché de financement instantané pour les SMEs à Londres, et je l'ai fait à Londres. Je ne me suis pas dit tiens je vais le faire ailleurs, etc. Et donc je pense qu'il faut... je ne suis pas un parisianiste, mais c'est sûr que si votre entreprise... Enfin je pense qu'il faut prendre le bon de là où on est, c'est pas la peine d'aller bouger pour faire autre chose, quoi. Pour terminer, quand on s'est rencontrés, je vous ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter. Vous m'avez répondu être serein enfin. Ne pas être serein, c'est la rançon du succès ou le prix à payer pour être à la tête d'une entreprise de cette taille? Non, je pense que c'est totalement indépendant. C'est moi, perso, je n'arrive pas à être serein, c'est tout. Mais j'aurais été footballeur, je pense que je n'aurais pas été serein. Donc je ne pense pas que ce soit lié à ça. C'est votre état d'esprit. Exactement. Donc on peut être zen à votre place. On peut être très zen en tant que chef d'entreprise. Ouais. Et pour Mano à Mano, demain, c'est quoi votre prochain coup d'avance? C'est sûr qu'il y a l'IA qui renverse tout là. Ça fait 2 ans qu'on est sur des énormes projets, on commence à sortir des choses, et je pense j'espère qu'encore une fois on va changer la donne sur notre activité et notre secteur, et je suis sûr que c'est une vraie révolution qui arrive là. Oui. Ok, ben je vous remercie beaucoup. Je sens Merci à vous. Tripping d'annoncer l'entrepreneur de l'année, donc on va lui repasser la main avec Merci Amandine. pour ce portrait, merci pour ce temps accordé, merci beaucoup. On vous applaudit une nouvelle fois et merci d'avoir veillé également à la sélection des entreprises nommées dans les différentes catégories de la soirée, ça a été dit et rappelé. Regardez que s'affiche en effet derrière nous le tout dernier trophée, celui de l'entrepreneur de l'année, c'est le Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui en est le parrain. Sa présidente va me rejoindre ici même. Quelques images au préalable, regardez. Nous sommes au plus près de chacun pour changer la mobilité et soutenir l'économie locale. Au plus près de chacun pour faire avancer tous les projets. Pour se lancer dans la vie ou commencer une nouvelle vie. C'est toute la force de notre modèle coopératif. Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Crédit Mutuel du Sud-Ouest fait partie de la grande famille également de Crédit Mutuel Arca. Vous avez d'ailleurs la vice-présidente, parce que vous cumulez la présidence du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et la vice-présidente du Crédit Mutuel Arkea. Évidemment, on va remettre dans quelques instants ce trophée. C'est presque devenu une habitude. On vous accompagnez, ces étoiles de l'économie depuis de très nombreuses années. Et au-delà d'ailleurs, vous accompagnez les acteurs de l'économie. De quelle façon aujourd'hui, lorsqu'on est le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, qu'on a une telle part de marché, qu'on a une telle connaissance du monde de l'entreprise, de quelle façon on voit arriver les nouveaux projets, de quelle façon on continue à les accompagner, les nouveaux projets, mais peut-être aussi les projets des entreprises déjà en activité, parce qu'il y a un gros enjeu sur cette question-là. Tout à fait, merci. Je suis ravie, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous encore une fois cette année pour ce très beau prix. Je voulais déjà, si vous le permettez, féliciter et puis saluer l'ensemble des entrepreneurs qui ont été présents aujourd'hui. On sait qu'on remet le dernier prix, il y a encore un peu de suspense, vous l'avez dit, mais effectivement, bravo, on a vu beaucoup d'énergie, on a vu beaucoup de créativité, on a vu aussi beaucoup de résilience.
Et puis, on a vu aussi beaucoup, et on l'a dit, de diversité. Je pense que c'est la force de notre Charente, d'avoir à la fois de l'industrie, de l'agriculture, de la viticulture, de l'image. Et tout ça, ça nous rend plus forts. Donc vraiment, je voulais vraiment saluer parce que c'était encore un très bon moment. Alors, dans tout ce contexte qu'on vient de voir, on a parlé aussi de difficultés. On est sur un marché économique compliqué. Comment une banque accompagne, en fait, finalement, notre projet et notre obligation, elle est là, d'accompagner tous les gens qu'on vient de voir, tous ces entrepreneurs, le plus beau métier du monde, comme on vient de dire. C'est une belle définition, ça, qu'on gardera d'ailleurs, à mon avis. Comment ? C'est une belle définition qu'on gardera finalement en résumé de la soirée. Le plus beau métier du monde, on va essayer de les accompagner. On les accompagne au quotidien déjà par notre réseau de caisses locales. On n'est pas une banque, on est une banque un peu différente, une banque coopérative, une banque mutualiste. Vous le savez, on a des agences qui ne ferment pas encore. Et on a décidé de ne pas le faire. Alors c'est le prix à payer, mais on est présent très localement pour accompagner les chefs d'entreprise. Toute taille, sur tous les projets. On a parlé de développement. On fait aussi du capital investissement. Pas faire du capital risque, mais en tout cas, on investit pour nos entrepreneurs, pour leur développement en France, mais aussi en international avec nos 50 filiales et notamment notre capital, Arkea Capital, qui développe effectivement ce capital investissement et notre filiale aussi d'ABEI qui est là pour traiter les structures plus évoluées et puis et toute la partie aussi de l'écosystème. Donc voilà, on a beaucoup de projets, beaucoup d'envies, on a des filières qui travaillent, on a des hommes clés, on a beaucoup de projets et on accompagne tous ceux qui veulent sur notre territoire et c'est très beau. Madame Violo, je vais aller chercher une enveloppe, la toute dernière de cette soirée. Alors, il n'y a pas de portrait, de finaliste dans cette catégorie, mais il y a un nom et un seul. Avant que vous ne donniez ce nom, on va mettre la petite musique suspense et je vais demander peut-être à Amandine de faire un portrait robot rapide de celui ou de celle que le jury a choisi cette année. Je peux vous donner quelques indices. Je peux vous dire que c'est un entrepreneur qui a de la bouteille. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, on lui demandera tout à l'heure. Ça va bien partir pour le compliment, je vous remercie. Je peux vous dire qu'il est à la tête d'une entreprise familiale depuis plusieurs dizaines d'années, qu'il en a fait un groupe d'envergure, qu'il en a fait aussi le leader européen de sa spécialité, que c'est un groupe qui pèse aujourd'hui 450 salariés, qu'il a fait l'année dernière 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le portrait commence finalement à bien se dessiner. Madame la Présidente, il vous revient d'appeler celui qui sera, parce que c'est bien celui qui sera l'entrepreneur de l'année 2025. Il s'agit de... Je vous remercie d'applaudir très fort l'entrepreneur de l'année, Thibaut de Maillard. Thibaut de Maillard, le président du groupe Technima, à Nersac, que vous applaudissez. Entreprise familiale française, vous l'avez dit, désormais un groupe international. Applaudissez-le s'il vous plaît alors qu'il nous rejoint ici même. Un groupe créé par le père de celui qu'on va récompenser ce soir, Thibaut de Maillard. Un groupe qui a su faire preuve d'agilité, de force, d'excellence, d'innovation au fil des ans. Et dont le dirigeant est donc et restera l'entrepreneur de l'année 2025 de Charente. Applaudissements, s'il vous plaît. Bravo et félicitations. Avant de recevoir votre étoile, même pour l'entrepreneur de l'année, il faut qu'on en sache plus, encore plus, j'ai envie de dire, pour l'entrepreneur de l'année. On va voir défiler quelques images de l'entreprise qui est la vôtre pendant l'interview que va mener maintenant. Eh ben oui. Non, restez avec moi. Restez là. Je vais vous poser quelques questions en même temps. Restez au centre. Avec moi. Restez au centre. Et c'est-à-dire que c'est un entrepreneur de l'année modeste que nous recevons déjà. Tous ceux qui me connaissent savent que... Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas entre nous, pas ça. Tout à fait, pas tout à fait. Quand il a quelque chose à dire, je crois qu'il le dit. Voilà. Je l'ai écrit dans le portrait que je fais de vous. Donc bonsoir Thibaut de Maillard. Bonsoir. Vous êtes donc à la tête du groupe Technima, c'est ce qu'on disait. Il y en a certains qui le connaissent encore sous le nom historique de la SOPEC, que votre papa avait historiquement fondé en 1962. C'est ça. Vous êtes basé donc à Nersac en Charente et vous fabriquez des aérosols de peinture et plus particulièrement de la peinture de marquage. La peinture de marquage, on en trouve où? C'est à quelle destination? Alors, on ne fait pas que ça, mais bon, c'est l'origine. Enfin, l'origine, c'est encore 50% du marché aujourd'hui. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais on formule des peintures conditionnées en aérosol pour des marchés professionnels. Qui sont sur certaines marketplaces connues, et
notamment Manon. Est-ce qu'on en trouve sur Manon? Voilà, c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on fait le lien direct? Voilà, et donc qui sont ce qu'on appelle des peintures de marquage, traceurs de chantier, forestiers, des produits qui ont été utilisés pour choisir et sélectionner les bois de la charpente de Notre-Dame, par exemple, ou de l'Hermione. Voilà, c'est une niche sur laquelle effectivement nous sommes leaders. On a sur cette activité-là, puisqu'il y en a d'autres, 2 sites de production, un en France et un en Allemagne. Et donc celui de la France est à Nersac et le siège est à Nersac, absolument. Et vous, plus personnellement, vous avez fait vos armes dans cette entreprise familiale en tant que commercial au départ. Alors, comme c'est plus simple, comme disent les inconnus, de reprendre la boîte de papa, surtout quand on a été un cancre et que votre père vous a emmené de pensionnat en pensionnat pendant le lamentable parcours scolaire. Mais ça m'a quand même formé à une forme de leadership. Quand on met le bazar, il faut entraîner les autres parfois. Et donc après, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale et je me suis occupé de développer la partie, le nord de la France et la Belgique et Luxembourg. À l'époque, je faisais 80 000 km par an. Et à l'époque, on s'arrêtait dans des cabines publiques pour téléphoner, pour dire qu'on allait être en retard. Ah oui, une autre moi j'ai époque. juste dit que vous aviez de la bouteille et je vous demandais pas d'insister. Il ne faut quand même pas exagérer, j'ai 60 ans, je ne suis quand même pas encore... Et qu'est-ce qu'elles vous ont appris alors ces années à taper aux portes au départ, comme ça, de démarrer À se prendre des portes dans la figure. Ça c'est très formateur, parce qu'on parlait d'échecs tout à l'heure. Et puis surtout à ne pas se prendre pour un autre. Voilà. Et vous devenez donc directeur général en 97. J'ai pris la direction commerciale, puis la direction générale, et puis ensuite j'ai commencé à parler avec mon père de la reprise de l'entreprise, du rachat de l'entreprise. Vous rachetez en 2004. Ça s'est fait en 2004, c'était pas toujours simple. Mais à ça ce s'est moment-là, fait en la 2004. Sopec, ça s'appelait encore la Sopec, il y a combien de salariés? Dans mon souvenir, on devait être en 2004. Vous aviez dit une soixantaine à moi. Une soixantaine, oui. À Oui, peu près. Donc aujourd'hui, je disais, aujourd'hui, vous êtes combien dans le groupe? On est 450 sur, je dirais il y a une douzaine de filiales. Le reste est en France. On est que 130 en France, 200 en Italie, 150 130 ou 140 en Allemagne, et voilà quoi. Et comment on bâtit alors un groupe comme ça? Il faut oser? Oui, en fait, des opportunités. En fait, la première acquisition qu'on a faite, c'est en 2008, c'est la crise. Ouais, ça se fait pendant la crise. Le premier achat en Suède, c'est 2008. Les crises, c'est aussi une opportunité. Il y a des opportunités. Et donc, à ce moment-là, on a créé l'opportunité aussi, c'est en Suède, pour couvrir la Scandinavie. On avait déjà des clients qu'on exportait, on va dire, sur la zone. Mais là, on a racheté une marque, une entreprise, et il y a 100 sites de production. Et donc voilà quoi. La première d'une longue série, puisqu'ensuite, effectivement, Amsterdam, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, et maintenant, vous partez à la conquête des États-Unis. Absolument. En fait, le bon côté des choses, c'est que quand on est arrivé sur ce marché, il n'y avait que des produits américains en Europe. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Et aujourd'hui, on a créé une filiale aux États-Unis. Maintenant, vous allez chez eux. Voilà. C'est beau, ça. C'est magnifique. Et c'est le bon moment pour partir aux États-Unis? Il n'y a pas de mauvais moment. Après, il y a des défis. Vous avez des collaborateurs qui sont... la personne qui s'occupe de l'international chez nous, c'est un petit gars du coin. Dont les parents étaient venus de Turquie quelques années auparavant. Et je l'ai pris comme VSNE, enfin comme stagiaire, on va dire. Et puis, il est dans l'entreprise depuis 25 ans, quoi. Et donc, il s'occupe de l'international et du développement international. Voilà. Et donc, bientôt, un entrepôt aux États-Unis, vous avez déjà des gens là-bas? On a déjà, oui, on s'est d'abord implanté au Canada, parce que l'avantage du Canada, c'est que
ils avaient déjà des rapports compliqués avec les Américains. Donc quand les Français sont arrivés, alors d'abord au Québec, aujourd'hui en Ontario, en Colombie-Britannique, on nous demande de mettre le drapeau français sur l'aérosol. Parce qu'ils ne veulent surtout pas acheter des produits américains. Donc on est plutôt bien vu. Voilà. Ça pourrait bien se passer. Voilà. Alors j'ai une dernière question pour vous, Thibaut Demaillard. Est-ce que vous êtes prêt à venir, j'y serai normalement, donc avec moi, représenter la Charente au Néo-Aquitain en début d'année prochaine? Alors pour tout vous dire, quand j'ai reçu un coup de fil d'Armel Lenny qui me dit je veux te voir. Donc je lui dis bah, écoute, très bien, on va déjeuner. Et puis là, je vois arriver avec un deuxième individu qui est Ismaël Karoum. Donc là, je vois deux Mormons arriver vers moi. Je lui dis l'heure est grave. Ça va rester ça. L'heure est grave. Que se passe-t-il? Et alors. Moi, j'avoue que je ne suis pas un adepte, parce que en fait, la discrétion, ce n'est pas une question de modestie, c'est une question de confort. Et moi, je suis être chef d'entreprise, c'est formidable parce qu'on est libre à partir du moment où on est une entreprise rentable et qu'on peut dire à notre banquier, y compris des choses désagréables. Attention, attention. Voilà, mais j'ai Arkea comme banque. Et donc, mais c'est aussi une forme de confort. La discrétion ou le fait de ne pas être sous les feux de la rampe, c'est une forme de confort. Mais vous n'allez pas me laisser toute seule. Vous allez venir. Non. Puis ma femme est dans la salle, donc en plus, je me suis bien tenu. Voilà. Tout s'est bien passé. On va vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Encore bravo. Alors, voici, Madame la Présidente, cette dernière étoile. Je vais vous laisser, évidemment, au nom du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, la remettre à celui qui est donc le lauréat, l'entrepreneur de l'année. Vous voulez rajouter un dernier mot? Je vous en prie. Un dernier mot, juste quand même je l'ai fait aussi pour mes salariés qui me supportent depuis 30 ans. Et j'avoue que si j'étais... Voilà, s'ils n'avaient pas été là, s'ils avaient été pas avec moi embarqués dans l'aventure, l'aventure se serait arrêtée très vite, quoi. Voilà. Et vous avez raison de souligner l'importance de ce capital humain qui a été au cœur, on le sent bien, de cette soirée. Applaudissements, s'il vous plaît, pour celui qui est donc l'entrepreneur de l'année. Vous avez compris que la suite du parcours pouvait s'écrire maintenant au niveau néo-aquitain avec le reste du palmarès et le reste de cette aventure qui est également parrainée et qui est orchestrée avec l'ensemble du groupe Sud-Ouest. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous allez rester là. Madame la Présidente, l'entrepreneur de l'année, restez là, s'il vous plaît. Et venez au rugby. Hein. Ah oui, le message. À 15. Le message est passé. Restez avec nous, on va faire une photo restez là, on va faire une photo de groupe. On va rappeler tous les lauréats. Avant de rappeler tous les lauréats, juste un petit mot. Regardez, sur l'ensemble de ces partenaires qui s'affichent ici sur l'écran, la musique peut commencer, cela dit, à partir. C'est l'ensemble de ceux qui ont permis à cette soirée d'avoir le panache que l'on connaît. Bravo à l'équipe de Sud-Ouest Publicité également qui a œuvré pour rassembler l'ensemble de ces partenaires présents ici même. Ils ont bien travaillé vu le nombre de trophées qui ont été remis ce soir. Il faut dire qu'il y a de la richesse, qu'il y a de la diversité, qu'il y a du panache, qu'il y a de l'audace dans l'entrepreneuriat de ce département. Pour preuve, le palmarès qui s'affiche maintenant et qui va se constituer sur scène pour la photo finale, que Cenex Industries nous rejoigne, que la SEA Renault de Champ-Contre nous rejoigne, Calanque, également Alstrom Specialities, l'agence Smart Industries, Hydraulique Environnement, Rambo, Réseau Entreprendre Poitou-Charentes, autour de Thibaut Demaillard, ici même, autour du grand parrain de cette nouvelle édition des Étoiles de l'économie qui nous rejoignent également sur scène, Christian Resson. L'ensemble de la rédaction autour d'Armel Denis peut faire quelques pas ici sur scène, d'autant que vous aurez fait, chers amis, la moitié du chemin, puisque la suite de la soirée va se dérouler de l'autre côté du rideau avec un moment convivial, gourmand, qui va nous permettre d'échanger, de converser, de faire réseau. Et on a vu à quel point cela était important pour continuer d'innover, pour faire preuve de résilience, mais aussi preuve d'intelligence, de capacité de rebond, de capacité de construction, de capacité d'imagination. Merci à tous les partenaires de bien vouloir nous rejoindre également ici sur scène. Évidemment, le groupe Auto qui était présent ce soir parmi nous, le Grand Angoulême. Merci
Également représentant de Magélis, merci à la CCI, Monsieur le Président, venu nous rejoindre, au BNIC qui avait évidemment sa place fidèlement parmi nous ce soir. Merci au Grand Cognac de venir parmi nous. J'espère que je n'ai oublié personne. Venez nous rejoindre. On va refaire partie de la musique le temps que les derniers soient là présents parmi nous. Charente Export, évidemment, la région Nouvelle-Aquitaine, partenaire fidèle et historique de ces étoiles. Venez tous ici au centre de la scène, honorer ces très jeunes chefs d'entreprise pour certains, celles et ceux qui ont fait des parcours familiaux, celles et ceux qui ont entrepris avec rebond, avec capacité de réinvention. Merci à Amandine et merci à toute la rédaction pour nous avoir fait le portrait de l'ensemble de ces lauréats. Et encore une fois, chers amis, alors que la lumière va s'allumer, continuez à entreprendre, continuez à développer, continuez à honorer ce territoire et continuez, s'il vous plaît, à être heureux et fiers de ce qui est donc ce soir le plus beau métier du monde. Applaudissements, bonsoir.